Yann a déjà dit, il y a deux façons de se tromper. L'une est de croire en ce qui n'est pas. L'autre, de refuser de croire en ce qui est. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X. Bon vendredi soir, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. On est le 5 février 2021. Mon nom c'est Marceau, son nom à lui c'est l'envoûtant et le captivant Christian Page. C'est comme ça que Denis t'a décrit, hein? Ben oui, j'ai entendu ça. J'ai dit, quelle belle présentation. On n'a pas besoin de faire de show. Ouais. Et ce que j'adore quand les gens écoutent Radio X-Files, c'est quand les gens me demandent par texto, Yann, est-ce que Christian va faire une pause à un moment donné? J'aimerais ça sortir de la voiture puis aller aux toilettes. Oui, effectivement, beaucoup de gens m'écrivent en me disant j'ai commencé à écouter votre histoire, j'étais dans ma voiture, je suis arrivé dans le stationnement, puis je suis resté dans la voiture pour attendre la fin. C'est toujours amusant, puis c'est toujours plaisant également de se faire dire ça. Ça a l'air que les conjoints trouvent ça un peu louche. Ah! Tu sais, le gars tout seul dans son char, là. J'écoute Christian! Ben oui, c'est ça. Il parle de quoi? Il parle de plein de choses, Christian Page. Salut mon ami, est-ce que tu as passé une belle semaine? Oui, ça a été bien. Bon, on a hâte que l'hiver finisse. Là. On a eu cette tempête de neige en milieu de semaine. Je sais que pour les gens qui sont des adeptes des sports d'hiver, ça a été leur joie. Ouais. Mais moi, n'ayons pas peur des mots, je déteste l'hiver. Donc, dès que je vois tomber un flocon, là, je suis dans la maison à maugréer. Puis là, cette tempête de mercredi, ça m'a un petit peu bon. Mais enfin, à un moment donné, hein, on est en hiver, puis on est au Québec. Fait qu'il faut bien s'attendre à ce qu'à un moment donné, on va avoir de la neige. Voilà, ça nous permet de faire un peu de sport, même si on n'en fait pas avec le pelletage, le fameux pelletage d'hiver. Ouais. Et sinon, regarde, tu vois, ce soir sur Québec, il y a une belle petite neige assez intense, là, mais écoute, c'est la neige. Moi, en fait, ce qui me déplaît, surtout dans la neige, bon, l'hiver, comme la plupart des gens, c'est quand il fait moins 30 dehors, là, c'est sûr que c'est pas agréable. Puis quand je dis que je n'aime pas l'hiver, en fait, l'élément qui me déplaît le plus, c'est quand il y a de la neige de cette manière-là, souvent au moment où la neige tombe et dans les 24 heures qui suivent, les conditions routières sont souvent excessivement difficiles. Et ça m'agace beaucoup. Mais après, bon, je veux dire, si la température si on n'est pas à moins 25, là, bon, puis les routes sont bien dégagées, bon, on s'y fait. On se dit, bon, le printemps va arriver. Ce soir, on parle de l'affaire Michalak. Oui, ça, c'est une histoire qui m'a été souvent posée comme question. Qu'est-ce que je pense de l'affaire Michalak? On va quitter l'univers des fantômes qui a été notre sujet de discussion depuis les 2-3 dernières semaines. Et là, on va aller du côté des ovnis. C'est sans aucun doute la plus célèbre histoire d'ovnis à être survenue au Canada. Et je donnerai pas le punch tout de suite, on va attendre la discussion, mais c'est vrai que c'est une histoire d'ovni qui est fascinante. Et l'affaire s'est produite en mai 1967. Et encore aujourd'hui, on continue de se questionner sur les éléments de cette histoire-là. On oscille entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Certains considèrent l'affaire Michalak comme étant l'une des meilleures histoires de tous les temps, sans faille. Mais comme tu vas le voir, il y a jamais une histoire d'ovni qui est sans faille. Et l'affaire Michalak n'est pas sans faille non plus. Elle a quelques talons d'Achille. On va revenir là-dessus au cours de la discussion. Mais c'est vrai que ça demeure une histoire qui est fascinante. Donc ce soir, on s'en va dans l'univers des ovnis avec la plus célèbre histoire d'ovnis du Canada, l'affaire Michalak. On m'a demandé la semaine dernière de te poser cette question-là. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a moins d'observations d'objets volants non identifiés dans les dernières années? Est-ce que c'est, je sais pas moi, l'éducation des gens sur ce qui se passe un peu au-dessus de nous?
Il y a plusieurs raisons à ça. Souvent, le phénomène des ovnis et les statistiques montrent qu'il n'y a pas véritablement une diminution du nombre d'observations d'ovnis d'année en année. Il y a le pourcentage de gens qui vont rapporter des observations d'ovnis à des organismes locaux demeure à peu près identique. Ce qui nous donne l'impression que à certaines périodes, il y aura moins d'observations d'ovnis. C'est simplement un désintéressement de la part des médias. Donc, quand les médias n'en parlent pas, on a l'impression qu'il y a moins d'observations, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est simplement un manque d'intérêt de la part des médias. Je te dirais, au cours des années 2000, l'intérêt pour les ovnis de la part des grands médias s'est très, très, très émoussé. Et il a fallu un événement comme en 2017, cette fuite dans le New York Times qui nous annonçait qu'entre 2007 et 2012, le Pentagone avait un petit programme très modeste, 20 millions sur 4 ans et demi. Donc, quand on sait que le budget annuel du département de la Défense, c'est 700 milliards, tu comprends que notre truc de 20 millions sur 5 ans, là, c'est de la menue monnaie dans le fond d'une poche. Mais néanmoins, cette fuite en 2017 dans le New York Times de l'existence de ce programme, alors que l'armée disait avoir cessé de s'intéresser à la question des ovnis en 1969. Alors là, tout ça a ravivé un certain intérêt et accompagnant cette fuite, il y a eu ces fameuses vidéos dont dans la signature, là, en début d'émission, on entend le pilote « Oh my gosh, cet objet va à l'encontre du vent ». La présence, la sortie, parce que ça fait toujours partie de cette même fuite. D'abord, c'était 2 vidéos, un 3e s'est ajouté au groupe. Et là, éventuellement, questionné au sujet de ces vidéos par des demandes citoyennes, la US Navy a réagi en disant, et là, il faut bien faire attention parce que les termes sont très importants. La US Navy a dit, oui, les films sont authentiques. Oui, ils ont été tournés lors de manœuvres militaires par des représentants de la US Navy. Et ils ajoutent, ce sont des observations qui nous ont été rapportées initialement comme des objets volants. C'est des observations qui ont été rapportées initialement comme des objets volants non identifiés. Le mot « initialement » ici est très important parce qu'on ne sait pas si entre le moment où ces films ont été tournés, est-ce que l'armée a trouvé une explication? On l'ignore. Et là, on a vu sortir dans les médias des gens qui ont été impliqués dans ces manœuvres, donc des militaires à la retraite qui ont été impliqués dans ces manœuvres, dont notamment le commandant Fravor, qui a été peut-être le personnage le plus populaire associé à ces fameuses vidéos, qui a participé à toutes sortes de prestations publiques. C'est assez bien livré au jeu de l'interview. Et donc là, il raconte son observation. Il était sur un appareil de l'armée, sur un chasseur de l'armée. Ils étaient au large de San Diego. On est en 2004. Et voilà que on lui dit qu'il y a des objets dans le ciel, donc d'aller voir, d'enquêter sur ces manifestations. Il y a donc lui et un autre avion. Il y a 2 appareils en vol à ce moment-là. Et Fravor va se diriger vers l'objet. Et là, il raconte une histoire assez fantastique. Il dit, voilà, il y avait un objet dans le ciel qui ressemblait, on l'a appelé le UFO Tic-Tac, à cause de la friandise, ces petites mantes de forme allongée. Là. Il dit, l'objet ressemblait à ça. Il était dans le ciel et au moment où il s'approche avec son chasseur, l'objet descend vers la surface parce qu'on est au-dessus de l'océan Pacifique. Il dit, l'objet est descendu au-dessus de la mer et je voyais, donc l'objet se tenait à quelques mètres au-dessus de la mer. On parle d'un objet, 6-7 mètres de long. Et là, il dit, il y avait une espèce de turbulence dans l'eau qui semblait indiquer qu'il y avait un objet sous l'eau. Donc, appelons-le l'OVNI Tic-Tac, se tient au-dessus de cet objet qui semble immergé sous la surface de l'eau. Alors, il s'approche avec son chasseur et à ce moment-là, l'objet va grimper très, très rapidement et disparaître au loin. Donc, cette histoire-là, Fravor l'a racontée à peu près sur tous les réseaux de télévision, radio aux États-Unis. Il continue de raconter cette histoire-là et elle est en lien avec ces fameuses vidéos qui circulent. Il faut faire très attention parce qu'on avait fait une émission justement où on décantait ces vidéos. Il faut faire très attention de se rappeler que l'expérience de Fravor n'a pas été filmée. Les 3 vidéos qui circulent sur le web, qui sont les 3 vidéos reconnues par la US Navy, montrent des rencontres ovni. Mais la fameuse rencontre de Fravor avec son ovni Tic-Tac n'est pas l'un de ces films-là. Cet événement-là n'a pas été filmé. Au cours des semaines, des jours qui ont suivi, d'autres événements ovni se sont produits, d'autres chasseurs se sont retrouvés dans le ciel et certains d'entre eux ont filmé ces fameux
ces fameuses images qui circulent sur le web. Et qui, faut le dire, ne font pas l'unanimité. Hein. Pour certains, on se dit, wow, c'est extraordinaire parce que le film est reconnu par la US Navy. Ça veut pas dire grand-chose, ça. Le film est reconnu par la US Navy. Et on est souvent ici, quand on parle des ovnis, il faut faire attention parce que dans l'univers des ovnis puis des ufologues, on a souvent un double discours. Hein. C'est-à-dire qu'on nous présente, par exemple, ces films en disant, oh, ça, c'est des films extraordinaires, reconnus par la US Navy. Donc, c'est sérieux, c'est reconnu par la US Navy. Et là, tu sors un autre document, tu dis, OK, dans ce cas-là, l'affaire de Roswell, ce n'est pas vrai. Alors là, les ufologues te regardent en fronçant les sourcils. Et là, tu lui dis, ben oui, en 1995, l'armée a publié un document de plus de 1000 pages dans lequel il disait que l'OVNI de Roswell n'était rien d'autre qu'un ballon-sonde. Alors, il dit, oui, mais ça, c'est pas vrai. Mais comment c'est pas vrai? Quand l'armée dit c'est vrai, puis quand l'armée dit c'est pas vrai, c'est vrai pareil, parce que le rôle de l'armée, c'est de nous cacher la vérité. Tu comprends? Donc, tu vois, on a ce double standard. Les ufologues ont tendance à prendre ce qui fait leur affaire. Dans le cas de ces films, je le rappelle, l'armée dit ce sont des objets qui nous ont été rapportés initialement comme étant des ovnis. Et quand on creuse un peu plus loin, on constate dans les échanges, les correspondances entre les différents ministères du département de la Défense, on s'aperçoit que souvent dans leur documentation, ils utilisent de manière, parce que l'armée ne parle pas d'OVNI, parle de UAP, qui veut dire phénomène aérien non identifié. Hein, c'est l'acronyme anglais pour Unidentified Aerial Phenomenon. Donc UAP, un phénomène aérien non identifié. Et quand on regarde les échanges entre les différents paliers du département de la Défense, on constate qu'ils utilisent parfois l'expression UAP pour définir ces objets, mais parfois ils utilisent aussi l'expression UAV. Hein, ils les utilisent presque de manière synonyme. Or, UAV, ça veut dire tout autre chose. Un UAV, c'est un Unmanned Aerial Vehicle, un véhicule aérien sans pilote. Un drone. Ce qu'on appelle un drone. Donc, on voit que dans les échanges épistolaires entre les différents départements, là, on constate que très souvent, dans l'imaginaire de ces gens-là, un drone puis un ovni, c'est à peu près la même chose. Donc, nous, de l'extérieur, les amateurs d'ovnis peuvent facilement conclure, ah ouais, mais l'armée parle de UAP, donc c'est des ovnis égales ovnis extraterrestres. C'est pas forcément le même discours que tient le département de la Défense. C'est pas forcément la même interprétation qu'elle donne. Néanmoins, je le dis haut et fort, je le répète, on en avait parlé à l'époque, si ce que raconte le commandant Fravor, sa fameuse rencontre avec l'OVNI Tic Tac, alors que personnellement, les 3 vidéos qui circulent, pour les avoir vues, je connais quelles sont les explications qui ont été proposées par les critiques et je crois que ces explications-là tiennent tout à fait la route. Je pense que les 3 films que l'on voit s'expliquent assez aisément. Dans 2 des cas, je suis d'avis. Je n'ai pas une certitude, là. Je te donne mon opinion personnelle. Donc, c'est inutile de m'écrire et m'envoyer des insultes. Là. Je te donne mon opinion personnelle. Je pense que 2 des films montrent les tuyères d'avions qui sont devant les pilotes. Donc, ils filment en infrarouge et ils voient sur leur écran infrarouge une masse lumineuse qui s'éloigne de leur avion. Cette masse lumineuse, comme on tourne en infrarouge, ces images-là ne montrent pas l'objet, elles montrent plutôt sa source de chaleur. Or, à mon avis, la source de chaleur en question, c'est les gaz d'échappement d'un autre avion. Ça, c'est pour 2 des films. Et le 3e film, où on voit simplement un petit objet qui semble se déplacer rapidement au-dessus de l'eau. Je pense que là-dedans, il y a 2 éléments. Je pense que c'est un simple ballon. Puis je pense que pourquoi on a l'impression que cet objet-là se déplace si rapidement au-dessus de l'eau, c'est parce que la caméra zoom sur l'objet. Donc, on a l'impression que cet objet se déplace très, très rapidement, alors qu'il se déplace pas si vite que ça. Et il faut tenir compte d'un effet qu'on appelle l'effet parallaxe, dans la mesure où l'avion, elle, se déplace. Donc, le pilote à bord déplace son avion, ce qui accélère ou augmente l'effet de déplacement de l'objet, mais à mon avis, il ne s'agit que d'un ballon. Donc, dans le cas des 3 films qui circulent, même si on entend l'expression des pilotes, puis ils semblent tout à fait estomaqués par ce qu'ils voient, les images ne montrent rien de très exotique. Si on avait vu un de ces objets-là faire soudainement un virage à 90 degrés ou s'en aller en zigzag, c'est autre chose. Il faut apprendre à décanter le discours versus que l'image. Et si on regarde que l'image, ces images-là ne montrent rien de très exotique. Néanmoins, le récit que fait Fravor de sa rencontre avec l'OVNI Tic Tac, je le dis, si ça s'est produit comme il le raconte,
c'est vraiment très spectaculaire. Hein. L'objet qu'il décrit, cet objet blanc qui se maintient au-dessus de l'eau, cette espèce de tourbillon dans l'eau, j'arrive pas à trouver une explication rationnelle à ça. Ou bien Fravor a été dupé par un phénomène, soit un drone ou la présence d'objets qu'on n'aurait pas expliqué autrement. Là. Peut-être s'agissait-il d'un sous-marin russe ou chinois dans l'eau avec un drone, je sais pas. Mais la description qu'il fait, elle est tout à fait exotique et fantastique. Donc, la description de Fravor, elle est intéressante. Les films en soi, pas beaucoup. Mais tout ça nous amène à dire, Yannick, parce que là, je reviens un peu à ta question, puis en fait à la question de l'auditeur, ces événements-là ont suscité énormément d'intérêt de la part des journaux, les médias, que ce soit les médias électroniques, la presse écrite. Et donc, on a l'impression qu'au cours des 2 ou 3 dernières années, on a beaucoup parlé d'OVNI. Mais il y a eu un élément déclencheur à ça, et cet élément déclencheur, c'est cet intérêt soudain qu'on manifeste pour ces films, que la presse, en fait, manifeste pour ces films, ces déclarations de la US Navy, et tout ça ajoute beaucoup de crédibilité. Et qui plus est, on le sait, l'automne dernier, l'armée américaine a mis de l'avant, elle a dit, on va créer une espèce d'officine pour enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés, hein, cette fameuse expression de UAP, et elle l'a appelé de UAP Task Force, hein, la force d'intervention pour les UAP. Et là encore, il faut apprendre à lire entre les lignes, hein, quand le département de la Défense a annoncé ça. Elle n'a pas dit « nous allons enquêter sur les ovnis » comme elle l'avait fait dans les années 50 ou 60 avec le projet Blue Book. Hein. Dans ce cadre-là, elle avait dit « on va enquêter sur les ovnis », puis enquêter sur les ovnis, c'est « on va enquêter sur toutes les ovnis ». Donc, ceux qui seront rapportés tant par des pilotes que par des policiers que par des citoyens lambda, là, monsieur et madame tout le monde. Donc, on enquêtait sur toutes les observations d'ovnis. Dans le cas de cette UAP Task Force, l'armée, dans son communiqué, dit précisément « nous allons enquêter sur ces phénomènes aériens non identifiés, sans aller explicitement dans quelques interprétations sur la nature de ces objets. Elle dit, nous allons enquêter sur ces phénomènes aériens non identifiés qui se produisent lors de manœuvres ou sur des terrains de manœuvre. Donc, ce ne sont que ces apparitions-là qui les intéressent. Donc, lorsque l'armée se retrouve soit au sol ou en mer, et qui plus dans le cas présent, on peut supposer que c'est davantage en mer, puisque ce projet, ce UAP Task Force, c'est un projet qui est supervisé par la US Navy. Donc, elle semble dire, s'il y a des apparitions de phénomènes aériens au-dessus de zones de manœuvre en mer, là, bien sûr, on va ouvrir une enquête de manière plus systématique pour essayer de déterminer la nature de ces objets. Mais elle ne semble pas, quand on lit le communiqué de la US Navy, on n'a pas l'impression que le sujet, en dehors du théâtre de manœuvres militaires, ne semble susciter le moindre intérêt. Donc, on verra. Hein, depuis que le budget du département de la Défense a été accepté en décembre dernier, l'armée américaine, la US Navy, entre autres, pour pouvoir, parce que évidemment, il y a des sommes d'argent qui sont attitrées. On a souvent l'impression qu'on donne 700 milliards au département de la Défense, puis ils peuvent faire n'importe quoi. Bien sûr que non. Ils doivent rendre compte des argents, hein, qu'est-ce qui est investi, dans quoi on l'investit, etc., etc. Et si on veut continuer à faire ça, ben on a des comptes à rendre. Et le département de la Défense, lorsqu'ils ont demandé de financer ce UAP Task Force, le département, il y a une espèce de bureau de gestion des comptes pour le service des renseignements. Ce sont eux qui ont accepté de financer ce projet-là à partir des deniers publics, mais ils ont donné 180 jours au département de la Défense, sous-entendre la US Navy, pour qu'ils rendent compte de ce qu'ils font. Hein? Qu'est-ce qu'on enquête? Qu'est-ce qu'on sait de ces UAP jusqu'à maintenant? Et ils doivent faire preuve de transparence. Donc, ils ont, au moment où on se parle, le compte à rebours est commencé depuis le mois de décembre. Ils ont donc jusqu'à peu près au mois de juin pour rendre public un document officiel dans lequel ils vont dire ce que eux pensent que sont ces UAP, quelle est leur définition des UAP, qu'est-ce qu'ils savent sur ces phénomènes jusqu'à maintenant et quelle est la suite de ces enquêtes si on décide d'aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, le compte à rebours est lancé, mais c'est sûr que je peux dire qu'en juin, si le département de la Défense et la US Navy publient un document dans ce sens-là, ben je peux t'assurer que les médias il va y avoir un regain d'intérêt des médias pour cette histoire, ces histoires d'OVNI. Mais c'est souvent une question de
réaction des médias par rapport à la question des ovnis, ou encore des événements que je pourrais dire événementiels. Donc, par exemple, on a vu une recrudescence d'observations d'ovnis ou de rapports sur des observations d'ovnis ou d'un intérêt pour les ovnis avec la sortie de films comme, par exemple, La rencontre du troisième type en 1977. Après ça, E.T. au début des années 80. Donc, lorsqu'il y a des films qui vont tourner beaucoup autour de cette question des ovnis, qui va susciter un énorme intérêt médiatique, bien sûr, dans la foulée de ces événements artistiques, populaires, bien sûr, il y aura un intérêt des médias pour la question des ovnis. On parle maintenant ça a été une longue réponse pour une question relativement simple, mais enfin. Mais tout est clair. On parle maintenant de l'actualité de la semaine. La ruée vers l'âme de Robert Bigelow, qui est fondateur de Bigelow Aerospace. Oui, justement, on parlait de ce fameux programme là, entre 2007 et 2012 du département de la Défense sur les ovnis, qui s'appelait le traduit en français, le nom, c'était Programme d'identification avancée des menaces aérospatiales. C'était le nom de ce petit programme-là entre 2007 et 2012. Et le principal intéressé dans ce projet-là, le principal sous-traitant du département de la Défense pour enquêter sur ces observations d'OVNI, c'était Bigelow Aerospace. Parce que ce Robert Bigelow, c'est un curieux numéro. Est-ce que si je te dis, c'est un milliardaire excentrique, mais si je te parle de Howard Hughes, est-ce que ce nom-là évoque quelque chose? Bien sûr. Howard Hughes, sa vie a été maintes fois portée à l'écran. Le plus récent film, c'est L'Aviateur avec Leonardo DiCaprio. C'est l'histoire d'un espèce de milliardaire. C'est une histoire vraie, là. C'est un milliardaire américain qui a marqué l'imaginaire dans les années 60 et 70. Et il avait fait fortune dans le pétrole. La famille Hughes avait fait fortune dans le pétrole. Et lui, c'est un excentrique qui s'intéressait à l'aviation, au cinéma. Donc, il a beaucoup marqué une espèce d'époque, là, un tournant là, dans les années 40, je te dirais des années 40 jusqu'aux années 70. Ça a été un nom qui revenait fréquemment, ce Howard Hughes. Et il a même participé à un programme qui était particulièrement intéressant. À un moment donné, les Soviétiques avaient perdu un sous-marin. Un sous-marin, un Triton de classe nucléaire. Ils ont perdu le sous-marin. Alors là, comment récupérer le sous-marin? Les Américains ont rapidement localisé le sous-marin. On savait où il était. Tous les membres d'équipage étaient morts, mais on savait où était le sous-marin. Alors, les Américains ont dit, si on arrive avec des vaisseaux de la US Navy sur place, puis on essaie de remonter à la surface le sous-marin, évidemment, ça va attirer l'intérêt des Soviétiques. T'sais. Donc, on voulait pas déclencher une guerre. Puis les Soviétiques, il y avait toujours ce bras de fer. C'était la guerre froide, ce bras de fer entre les Américains et les Soviétiques. Alors, ce qu'on a fait, je me rappelle plus trop la date, ça devait être quelque part fin des années 60, début des années 70. Les Américains ont demandé d'utiliser un des bateaux de Howard Hughes. Donc, on a transformé le bateau. Donc, c'est un pétrolier. Howard Hughes avait une flotte de pétrolier. On a utilisé un pétrolier et on a mis à l'intérieur, dans la cale, on a construit des espèces de grappins géants et la cale pouvait s'ouvrir. Donc, on est allé se placer au-dessus du sous-marin. Donc, vu de l'extérieur, tu avais simplement l'impression que c'était un pétrolier qui s'était comme immobilisé à cet endroit-là. On a ouvert le dessous du bateau et on a fait descendre les grappins qui se sont emparés du sous-marin soviétique. Ils l'ont remonté dans le ventre du bateau de Howard Hughes et on l'a ramené aux États-Unis. C'est presque un film de science-fiction, mais c'est tout à fait la réalité. Donc, ce Howard Hughes est un milliardaire excentrique et il nous rappelle un peu ce Robert Bigelow. Bigelow, comme tu l'as mentionné, c'est le PDG de Bigelow Aerospace. C'est un milliardaire qui a fait fortune dans les hôtels d'abord et ensuite il s'est tourné vers l'aérospatiale. Il est un des sous-traitants de la NASA et l'un des grands rêves de Robert Bigelow, c'est d'éventuellement de créer une espèce d'hôtel dans l'espace qui permettra donc une forme de tourisme spatial. Donc ça, c'est le grand rêve de Robert Bigelow. Mais Robert Bigelow a des espèces des croyances ou des intérêts que certains pourraient qualifier d'excentriques. Il s'intéresse à la vie après la mort, il s'intéresse aux ovnis, il s'intéresse à toutes sortes de trucs un peu bizarres. Et il a même créé, dans ce sens-là, la Bigelow Institute of Consciousness Studies, l'Institut Bigelow pour les études sur la conscience. Et là,
Il faut quand même, je te dise, Yannick, que l'un des éléments qu'on reproche beaucoup à Bigelow, c'est pas tant son intérêt pour les sujets bizarroïdes. Hein, il a été d'ailleurs l'un des propriétaires du Skinwalker Ranch, dont on avait déjà parlé dans une émission. Exact. C'est le fait qu'il engage des gens, et souvent des gens très compétents, hein, la crème de la crème, pour enquêter sur ces sujets-là. Il y va, il donne rarement des entrevues à la radio, à la télévision, mais quand il le fait, il dit souvent des choses tout à fait exceptionnelles, disant oui, je crois aux ovnis, on a des ovnis sous le nez, puis on les voit pas. Il fait toutes sortes de déclarations un peu spectaculaires, mais il ne publie jamais rien. Donc, il raconte toutes sortes de choses. Hein. Il a investi énormément de sous. Il a engagé des gens, la crème de la crème, notamment à Skinwalker. Hein. Il a eu le ranch pendant des années. Il y avait une espèce de succession de gens qui passaient par là pour enquêter sur ces phénomènes. Mais nada, il ne publie rien. Donc, il a beau faire n'importe quelle déclaration, puis là, les amateurs d'OVNI disent « Ah, c'est Robert Bigelow, puis ce sujet-là est enquêté par des gens réputés, Jacques Vallée, Nick Pope. » Oui, mais ils n'ont jamais rien publié, il n'y a rien. Et ça, c'est un peu agaçant et ça va à l'encontre de la démarche scientifique. Imagine-toi si des scientifiques font la recherche sur... Je donne un sujet, ils font une recherche sur le cancer, mais ils publient rien. Puis là, ils font toutes sortes de déclarations. Oh, on a trouvé un vaccin contre le cancer, on a trouvé un remède, mais ils publient rien. Et c'est un peu ce qu'on reproche à Robert Bigelow. Donc, de faire beaucoup de choses, de mettre des sous dans la cagnotte pour enquêter sur ces sujets-là, mais finalement, il publie rien. Là, quoi qu'il en soit, ils viennent de lancer un truc il y a quelques jours en disant, dans cette ruée vers l'âme, hein, là, il veut essayer parce que l'Institut de Bigelow sur la recherche sur la conscience, l'Institut essaie l'un de ses objectifs, c'est de déterminer s'il y a une vie après la mort. Et si oui, comment on peut l'explorer, cet au-delà? L'explorer sans mourir soi-même, là, tu comprends? Donc, il dit, c'est ce qu'il veut. Est-ce qu'on a une preuve de ça? Et c'est vrai que c'est un sujet qui passionne et qui a toujours passionné. Hein, quand on regarde au néolithique, hein, les hommes de caverne, chez nos ancêtres du néolithique, ils avaient des rituels funéraires qui montrent bien que ces gens-là croyaient une survie après la mort. Hein. On les inhumait avec des objets qui avaient été importants pour eux dans leur vie sur Terre, en pensant que peut-être ces objets-là auraient une quelconque utilité dans un au-delà. Et puis on regarde ensuite les grandes civilisations. À l'Égypte, les pyramides sont des monuments érigés pour l'au-delà. Donc on a toujours eu dans l'humanité cette espèce de lien avec l'au-delà, cette croyance d'un après-vie. Mais objectivement, au-delà, si on fait abstraction des croyances religieuses, mystiques, ésotériques, quelles sont les preuves que l'au-delà existe et qu'il y a une vie après la mort? On l'a pas, cette preuve-là. En tout cas, moi, je la connais pas, puis j'en ai jamais vu de convaincante. Même quand on parle des expériences de mort imminente qui sont très troublantes, hein, qui sont très troublantes et intéressantes, c'est pas encore une preuve de l'après-vie, parce que ces gens-là sont pas réellement morts. Hein. La mort est une espèce de processus où les organes vont commencer à s'arrêter les uns après les autres, et à certains moments, dans de rares cas, ce processus a été inversé. Donc la personne, après que le cœur a été arrêté pendant quelques minutes, que les encéphalogrammes étaient plats, on a réussi à ramener ces gens-là. Mais est-ce que ces gens-là étaient réellement morts dans le sens qu'on l'entend? Pas tout à fait. Ils étaient au seuil de la mort, mais ils étaient pas morts. Donc, est-ce qu'il y a une preuve irréfutable que cette vie existe dans l'au-delà? On l'a pas. Et c'est un peu ce que lance Bigelow dans cette espèce de concours. Hein. Il met $1 million sur la table et il dit, je vais donner, donc les gens ont quelque chose comme 6 mois pour lui apporter une preuve de la vie après la mort. Et il va remettre 500 000 $. Le premier prix, hein, il est décanté en 4 étapes. Le premier prix, c'est 500 000 $ à celui qui va apporter des preuves convaincantes et réfutables de cette espèce de vie dans l'au-delà, si elle existe. D'après moi, il va garder son argent. Ouais. Le deuxième prix, c'est 300 000 $. Le troisième prix, c'est 150 000 $. Et il y aura un 50 000 $ qui sera remis un peu à la discrétion de Bigelow pour, disons, un prix Méritas de recherche. Mais bon, jusqu'à maintenant, on se dit, il faut pas se le cacher, on en a déjà parlé ensemble, Yannick, l'élément le plus convaincant d'une espèce de vie après la mort,
pouvoir, ça serait d'avoir une communication avec les défunts. Et on le sait, ça fait 170 ans que le mouvement Spirit est né aux États-Unis. Et aujourd'hui, des dizaines, sinon des centaines de millions de communications plus tard, à part de gens qui mettent leurs pieds sur des pieds de table puis les font basculer vers eux devant des caméras de télé en nous disant qu'ils sont en contact avec M. Tartampion. Cette preuve-là n'a jamais été acquise. Hein? Si on devait tenir compte de toutes les communications avec l'au-delà que l'on a prétendu avec tous les médiums, puis Dieu seul sait qu'il y en a eu des médiums en 170 ans qui ont dit entretenir des communications avec l'au-delà. Il faut se rappeler qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avant l'avènement de la radio et de la télévision, les soirées spirites étaient des activités bourgeoises. Les gens se réunissaient dans des salons, puis on faisait parler les tables, comme on disait. On a même eu un premier ministre, William Lyon Mackenzie King, qui était passionné pour le spiritisme. Il quittait le Parlement à Ottawa, se rendait chez lui à la Maison Laurier, où il accueillait des médiums, ils passaient leur soirée à parler avec des défunts. Donc, ce phénomène de la communication spirite, et ça fait 170 ans qu'il existe. On est des millions de communications ont été soi-disant établies avec cet au-delà, mais si on devait tenir compte uniquement des communications où le médium a fourni une information qualitative qu'on a pu démontrer par la suite et qui n'était pas connue par les participants autour de la table au moment de la dite communication, si on devait appliquer ces critères-là, écoute, le nombre de communications spirites de cette ampleur-là tiendrait dans un feuillet paroissial. Donc, il y a eu quelques cas intéressants, mais 4, 5, 10 cas, c'est bien insuffisant pour dire que l'au-delà existe. Dans tous les autres cas, ou bien les informations fournies par le médium étaient beaucoup trop vagues, ou l'information était connue par certains des participants. Et là, c'est un problème parce que même si tu acceptes une espèce d'explication exotique, ben, si une des personnes autour de la table connaît la réponse, le médium ne peut-être pas été chercher l'information en communiquant avec le défunt, mais simplement entre guillemets, en lisant dans la pensée du participant qui, lui, connaissait les réponses. Donc, tu vois, on est toujours un peu dans cette zone très, très floue. Est-ce qu'il s'agit d'une communication avec l'au-delà? Est-ce que l'information est qualitative? Qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce que l'on ne sait pas? Et même des affaires qui demeurent très, très, très mystérieuses. Rappelle-toi, il y a quelque temps, on avait fait une émission, on avait parlé des fameux moulages spirites qui ont été faits là, aux alentours des années 1920 en France, à l'Institut métapsychique international. On s'était entretenu avec Mario Varvoglis à ce moment-là. Donc, ces mains, je rappelle un peu pour les auditeurs, ce sont des moulages en cire de mains qui apparemment seraient des moulages de mains d'esprit de revenants. Ces mains-là ont les caractéristiques de mains d'adultes, avec les plis, tout ça, le vieillissement de la peau qui est apparent dans les moulages en cire. Mais elles ont une caractéristique très spéciale, c'est que ces mains-là, malgré qu'elles apparaissent être des mains d'adultes, elles ont la taille de mains d'enfants, des enfants de 8, 9 ou 10 ans à peu près. Et on ignore comment les médiums ont réussi à faire ça. Mais le fait qu'on ignore l'explication, comment est-ce que le médium aurait rentré dans le laboratoire, parce que c'était fait un peu dans une lumière tamisée, c'était sombre un peu. Souvent, ça se faisait, les gens ne voyaient même pas les participants qui étaient autour d'eux. Et donc là, le médium disait entrer en contact avec l'esprit qui faisait le moulage. Et là, le moulage, un peu la façon dont ça se produisait, les gens se mettaient autour d'une table, on se tenait par la main, là, le médium demandait, on mettait au centre de la table un bac dans lequel flottait sur de l'eau chaude une mince couche de paraffine. Et là, le médium demandait à l'esprit qui se manifestait de plonger la main, un pied, on a même une partie de visage dans la paraffine. Donc là, les gens entendaient une espèce de bouillonnement, un gigotis là, dans l'eau. Et là, soudainement, il y avait une forme qui se dégageait, venait se placer là auprès d'un des participants. Et là, quand on allumait la lumière, il y avait cette espèce de moulage, ce gant de cire qui avait été fait par le soi-disant esprit. On a essayé de refaire ça. Hein. L'un des participants, l'un des médiums qui était très connu à cette époque-là, là on parle au tournant des années 1920, qui était très connu pour ces manifestations, ce type de manifestation, était un médium polonais, je crois, qui s'appelait Franek Klauski.
Et donc, on a quelques moulages qui ont été faits. Certes, il en reste 5 ou 6 encore aujourd'hui qui sont conservés à Paris, à l'Institut métapsychique international. J'ai eu la chance de les avoir entre les mains, de les manipuler. J'étais très impressionné. C'est parmi les objets les plus impressionnants que j'ai manipulés, là, comme ça, qui est lié à l'univers du paranormal. Et on a souvent essayé de reproduire ça. Est-ce que Kloski avait coupé des mains d'enfants dans un cimetière, les rentrait dans le laboratoire, réussissait à tromper les gens? Mais si c'était le cas, pourquoi les mains ont-elles l'aspect de mains d'adultes? Et donc, il y a toutes sortes de questions auxquelles on n'a pas trouvé de solution. Mais on ne peut pas exclure, on peut rarement, dans l'univers du paranormal, exclure la fraude. Et dans le cas des mains de Kloski, même si on n'a pas la preuve de la fraude, on ne peut pas l'exclure. Donc, à partir du moment où t'as pas forcément une explication, mais c'est pas forcément, tu n'es pas obligé d'accepter l'explication exotique de l'au-delà, ben tu demeures dans cette fameuse zone grise où tu dis, peut-être que oui, peut-être que non. Donc, et visiblement, ce que Robert Bigelow demande, c'est une preuve irréfutable selon des critères scientifiques qui démontreraient l'existence de cet au-delà. Mais ici, on est dans un univers qui est très difficile parce que cette question de la vie après la mort, est-ce qu'elle relève de la science? Est-ce qu'elle relève de la métaphysique? Est-ce qu'elle relève de la spiritualité? Tu comprends? On a plusieurs... Il n'y a pas qu'une seule façon d'aborder les grandes questions existentielles. Il y a bien sûr la science, mais il y a d'autres approches, des approches mystiques, des approches spirituelles, ésotériques. Et là, on se demande, quelle est la meilleure approche pour documenter l'au-delà? Mais jusqu'à maintenant, cette preuve-là, il y a eu des moulages spirites intéressants, mais pas forcément convaincants. Les communications pas forcément convaincantes. Et là, on peut décliner ça. Il y a eu il y a un phénomène qui est né à la fin des années 60, début des années 70, qui est encore très populaire, moins ici, mais qui demeure populaire en Europe, qui est la transcommunication instrumentale. Donc, on utilise soit des caméras, soit des magnétophones pour essayer de capter des sons ou des images qui viennent de l'au-delà. Bon, les amateurs, les chasseurs de fantômes font ça avec les petits appareils, là, en visitant des maisons hantées. Là, Bob, es-tu là? Puis là, il y a... il me semble j'entends oui. Mais bon, ça, c'est un peu ridicule. Mais en Europe, par exemple, on a développé des méthodes beaucoup plus sophistiquées pour qu'on puisse éliminer la possibilité d'une pareidolie auditive. Donc, à force d'écouter du bruit blanc, tu as l'impression que tu entends des mots, là. C'est souvent ce qui arrive avec les chasseurs de fantômes. Et aussi, on a voulu éliminer la possibilité qu'il puisse s'agir d'une émission radio parasitaire. Parce que très souvent, par exemple, les chasseurs de fantômes utilisent un mécanisme qu'on appelle le Ghost Box. Mais le Ghost Box, il faut savoir qu'en fait, c'est un balayeur d'ondes, un scanner qui passe très rapidement sur toutes les longueurs d'onde. Mais si tu passes sur toutes les longueurs d'onde très rapidement, quelque part dans tes longueurs d'onde, t'auras Radio X, t'auras le 98.5 FM à Montréal, t'auras Choix FM, tu comprends, tu vas avoir toutes les ondes radio. Fait que quand t'entends oui, oui. Le oui, là, c'est qui ça qui dit oui? C'est-tu l'au-delà qui parle ou c'est un animateur à Radio X qui parle? Donc là, t'as une émission qui est parasitaire. Tu peux pas l'éliminer. Et si on essaie de faire ça dans des cages Faraday, une cage de Faraday, il faut savoir que c'est une espèce de cage qui isole de l'environnement. Tu vas être peut-être surpris d'apprendre qu'on n'a jamais obtenu un PVE dans une cage de Faraday. Donc, ça marche pas. Mais c'est vrai qu'en Europe, on essaie de développer des méthodes qui permettraient de s'assurer que la communication obtenue n'est pas une transmission parasitaire qui a été prise comme ça au hasard. Okay. Mais c'est intéressant. Je trouve c'est un univers que je trouve intéressant. Malheureusement, il y a trop de fraudeurs, trop d'arnaqueurs, trop d'idiots qui racontent n'importe quoi parce qu'ils cherchent à travers ça des espèces de billets de confirmation où ils veulent essayer de se tirer une espèce de capital, de popularité parce qu'ils dirigent un groupe de chasseurs de fantômes ou peu importe. Mais bon, c'est ce que propose Robert Bigelow. Donc, attendons pour voir quelles seront les preuves qui lui seront soumises. Dossier mystère. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au paranormal avec Dossier mystère, avec M. Jean Coutu, avec M. Pierre Laporte, avec M. Michel Dumont. D'ailleurs, c'est toi qui étais réalisateur, je crois, avec M. Michel Dumont. Oui, c'est ça. C'est la nouvelle mouture avec Michel Dumont. D'ailleurs, qui a signé dans mes 2 premiers livres, le Dossier mystère 1 et 2, c'est lui qui signe la préface. Vous m'avez fait peur avec un enfant. OK. Les gens qui disent avoir vécu des vies antérieures. Ça m'a toujours titillé. Ça, Yannick, c'est un sujet, les vies antérieures, c'est un sujet qui est captivant. Oui. Et qui ne repose pas que sur...
je peux pas me prononcer. Est-ce que la vie antérieure, je veux pas que les gens confondent, là. Je dis pas que les vies antérieures existent puis que la réincarnation, c'est vrai. Mais ce qui est tout à fait authentique, c'est que ce n'est pas qu'une affaire d'ésotériste un peu perdue et flyée, là. Il y a des recherches qui ont été menées. Et je pense, notamment ici, on a un scientifique qui est né à Montréal, qui a fait ses études à McGill, et ensuite qui a pratiqué presque toute sa vie en Virginie, qui est décédé il y a quelques années, et un dénommé Stevenson, qui a fait beaucoup de recherches sur ces phénomènes de vies antérieures. Et Ian Stevenson, il s'est déplacé, par exemple, en Inde, parce que, évidemment, ici, tu dis, je te place sous hypnose, par exemple, puis là, bon, on sait que l'hypnose favorise, en fait, le fantasme, et il n'a rien à voir avec la mémoire. Et là, les gens se mettent à raconter, oui, j'étais pilote durant la Deuxième Guerre mondiale, ou j'étais Cléopâtre en Égypte. Ce sont des éléments auxquels on est capable de se référer de manière culturelle. Donc, Ian Stevenson a voulu éliminer ça de ses recherches en disant, OK, je vais aller prendre des gens. Il est allé en Inde parce que, dans les pays où l'hindouisme est très, très important, on favorise, parce que pourquoi les enfants ici se rappellent pas vraiment spontanément des vies antérieures, à part quelques exceptions, alors qu'en Inde, presque tous les enfants ont des récits de vie antérieure. C'est peut-être lié au fait que dans ces pays-là où on pratique l'hindouisme, on favorise le rappel, le souvenir de ça. Alors qu'ici, si un enfant se met à raconter une histoire un peu comme ça, les parents vont dire, il se fait des amis imaginaires, il regarde trop la télévision, on va trouver toutes sortes d'explications. Alors qu'en Inde, si un enfant, par exemple, se met à raconter qu'il se rappelle d'une vie antérieure, on va le questionner sur ça, puis on va encourager le souvenir de ça. Il peut y avoir, à ce moment-là, on est peut-être simplement dans une espèce de fantasme psychologique, là. Je me prononce pas, mais Ian Stevenson s'est dit, je vais aller faire ça. Donc, il est allé en Inde, allé interroger des gens, et notamment des enfants. Oui, et il est allé dans des villages où il pouvait pas y avoir de contamination via la radio, la télévision, donc des villages excessivement pauvres où les gens avaient pas ces mécanismes de communication. Et là, je te parle, le point fort ou le point culminant des recherches de Ian Stevenson s'est produit à la fin, disons à partir de la moitié des années 1960 jusqu'au milieu des années 1970. Même s'il a continué de s'intéresser au sujet là jusqu'à son décès, qui est à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Donc, Stevenson était passionné par ça. Donc, il s'en va là en Inde, interroge des enfants, et là, des enfants lui racontent des récits tout à fait incroyables. Il a éliminé également, il a fait des filtres, parce que souvent, si tu peux démontrer que tu es la réincarnation d'une caste supérieure, bien évidemment, la caste supérieure pourrait éventuellement te prendre sous son aile, puis toi, comme individu réincarné, tu pourrais tirer profit de ça. Donc, il a éliminé ces éléments-là. C'est très complexe. À un moment donné, on va se faire une émission, Yannick, rien que là-dessus. Mais Stevenson a dégagé des récits dont il a pu vérifier certaines informations qui se sont révélées exactes et qui avaient à peu près aucun moyen pour ces enfants-là d'être au courant de l'information. Par exemple, un enfant dit je me rappelle, je m'appelais dans ma vie antérieure, je m'appelais Joe Blow, je vivais dans tel village et à un moment donné, je suis tombé, je me suis cogné la tête sur une roche, je conduisais une charrette, etc., etc. Et donc, Ian Stevenson a pu retrouver dans un village à 200-300 kilomètres de là l'histoire d'un Joe Blow qui est mort en tombant de sa carriole, il s'est cogné la tête sur une roche. Donc, tu vois, il a pu vérifier des éléments comme ça. Là, je te lance ça comme ça, c'est des scénarios un peu hypothétiques. On reviendra avec des faits très précis, là. Mais ça amène un questionnement. Et Stevenson a publié un ouvrage au milieu des années 60 qui s'intitulait, parce qu'il en a étudié des centaines de cas, mais son livre s'intitulait 20 cas suggérant la réincarnation. Il bien mettre l'emphase sur le mot suggérant. Et Stevenson dit dans cet ouvrage-là, si le récit de ces enfants-là n'est pas un récit de vie antérieure, je ne vois pas quelle pourrait être l'explication autre. Donc, la seule explication pour un tel récit, c'est la réincarnation. Donc, c'est fascinant. Il y a encore de la recherche qui se fait autour de ça, même une recherche qui est très dynamique, dont on a des publications, malheureusement, dans des périodiques scientifiques, mais qui s'adressent à une espèce de communauté qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux, parapsychologie. Donc, c'est pas le genre de truc que tu vas trouver dans le lundi, la semaine prochaine, là, ou dans le 7 jours. Tu sais. Mais, puis malheureusement, combien de fois on l'a évoqué ensemble, les grands périodiques scientifiques, notamment dans le domaine de la parapsychologie, ce sont des publications qui sont généralement anglophones, donc pas trop difficiles d'accès pour des gens qui ne parlent pas la langue de Shakespeare. Et l'autre élément, ce sont des périodiques à la fois qui sont assez hermétiques
tant qu'au contenu, de la façon dont c'est évoqué. C'est un langage qui est assez hermétique. Et ensuite, ces publications-là ne circulent pas grand public. Ça s'adresse vraiment à des groupes d'initiés. Mais bon, on se fera à un moment donné une émission là-dessus sur les vies antérieures, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est fascinant. Oui, puis en même temps, tu sais, écoute, là, c'est un peu philosophique mon affaire, là, mais il faudrait jamais qu'on rende la vérité publique, si c'est le cas. T'imagines-tu la catastrophe que ça pourrait faire? Ah oui, le phénomène des vies antérieures, c'est prouvé, ça existe. Ce serait une catastrophe, Christian. À chaque difficulté, certaines personnes seraient portées à dire bon, ben moi, je reviendrai plus tard, tu sais. Ouais, mais c'est quand même un peu la philosophie des religions de l'hindouisme. Ouais. Donc, on croit à cette réincarnation. Puis si tu fais quelque chose de mal dans ta vie antérieure, ben ça te revient. C'est ton karma. Donc, il y a ça. Tu vois, il y a tout ce concept-là. C'est un concept qui est quand même très populaire dans certaines régions du monde. T'sais. Mais bon, la religion catholique, nous, on n'a pas ça, cette idée-là de la réincarnation. Nous, c'est plutôt l'idée de la résurrection plus que la réincarnation. Donc, à nos décès, on est enterré. Puis là, on commence à avoir un problème parce que là, on a plusieurs façons de disposer des corps. On a l'incinération, puis toutes sortes de mécanismes un peu comme ça. Mais à une époque où on enterrait les corps, ça a été pendant des siècles, on enterrait des corps. Et l'idée, c'était, à la fin des temps, on va revenir en vie dans notre corps. Et là, ce sera le jugement. Et puis, on va ce sera Dieu qui va apparaître, ce sera la fin des temps. Mais il y avait cette idée-là d'une résurrection du corps et non pas une réincarnation qui, elle, est propre au mécanisme de l'hindouisme ou d'autres religions un peu de ce type-là. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. On passe maintenant au sujet principal de la soirée, l'affaire Michalak. Oui, et pour ne pas vendre trop d'éléments, on va immédiatement aller à la capsule. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire, ou pour ceux qui en ont entendu parler, c'est peut-être le moment de se rafraîchir la mémoire. Donc, j'ai préparé une petite capsule, 16-17 minutes, qui raconte l'histoire Michalak. Et ensuite, on se retrouve pour discuter des éléments forts, des éléments faibles de cette histoire. Et comme tu vas le voir, il y a pas, même si certains prétendent que cette histoire-là est sans faille, c'est pas tout à fait le cas. Donc, voici l'affaire Stéphane Michalak. Depuis de longues minutes déjà, les hommes ont quitté le sentier pour s'enfoncer dans la forêt. En ce milieu d'après-midi, la chaleur y est suffocante. Ils sont 9 personnes à suivre un solide gaillard qui, malgré ses 50 ans, impressionne par sa vigueur. Les hommes transportent avec eux tout un attirail d'appareils de mesure et de détecteurs de métaux. Soudain, leur guide s'arrête. Il regarde autour de lui, scrute les arbres, comme s'il cherchait un indiscernable repère. « Je crois que c'est par là », laisse-t-il tomber, en pointant un bouquet de conifères. Sans mot dire, les hommes reprennent leur progression. Le terrain est très accidenté, ce qui ralentit leur avance. Puis, au détour d'un gros rocher en forme de menhir, l'endroit apparaît enfin. Il s'agit d'une sorte de plateau rocheux d'une dizaine de mètres de diamètre. À plusieurs endroits, la mousse montre de curieuses marques de frottage, bien visibles. Au centre, une surface de 3 mètres est complètement dégarnie de végétation, comme si une tornade s'y était abattue. Et à la verticale, des branches ont été brisées. À la hâte, un des hommes tire de son sac un compteur Geiger et entreprend de balayer l'endroit. Aussitôt, l'aiguille fait des bonds anormaux. Il y a définitivement des résidus de radiation dans l'air. Et si c'était vrai, commencent à penser les hommes. Il y a quelques semaines, leur guide, Stéphane Michalak, affirme avoir vu se poser sur ce plateau une soucoupe volante. Le 20 mai 1967, vers 5h30, Stéphane Michalak quitte son motel en bordure de l'autoroute transcanadienne dans le secteur de Falcon Lake, près de la frontière ontarienne. Né en Pologne en 1916,
Michalak a émigré au Canada en 1949. Marié et père de 3 enfants, il travaille comme mécanicien industriel pour une cimenterie de Winnipeg. Mais sa véritable passion, c'est la prospection minière. En ce magnifique samedi matin, il compte s'enfoncer dans la forêt du parc provincial de White Shell, au Manitoba, pour y faire un peu d'exploration. En début d'avant-midi, il localise plusieurs rochers qui lui semblent riches en quartz. Il s'y arrête et commence ses investigations. Vers 12h15, alors qu'il se restaure à l'ombre d'un sapin, il entend un bourdonnement strident. Il lève la tête et aperçoit 2 objets de forme oblongue surmontés d'un dôme. Ceux-ci se rapprochent rapidement. Ils irradient d'une étrange lumière rouge qui leur donne l'aspect du métal chauffé. Vus de près, les objets ressemblent davantage à des disques volants qu'à des cigares. Arrivé à peu près à la verticale de Michalak, il s'immobilise. Puis l'un d'eux amorce une lente descente pour se poser sur un rocher à moins de 45 mètres du prospecteur. Pendant un bref instant, l'autre objet reste suspendu en l'air avant de s'éloigner vers l'ouest, où il disparaît dans les nuages. Dissimulé derrière un rocher, Michalak peut à loisir détailler l'objet au sol. L'engin, qui émet un ronronnement semblable au moteur d'une génératrice, n'a plus cet aspect rouge incandescent qu'il avait en vol, mais semble fait d'un métal poli. Sur son dôme, qui fait à peu près 1,50 m de diamètre, le témoin remarque des fentes d'environ 30 cm, d'où émane une lumière violette. Cette même lumière est perceptible à travers des ouvertures, comme une trappe d'aération, située sur le corps principal de l'objet. Pendant près d'une demi-heure, Michalak reste bien à l'abri derrière son rocher. Il en profite pour dessiner l'objet qu'il croit être un prototype militaire secret. Soudain, un peu à la manière de l'iris d'une caméra, une porte s'ouvre sur le côté de l'engin, d'où s'échappe encore cette vive lumière violette. Michalak juge qu'il est temps d'en savoir davantage. Très lentement, comme s'il craignait d'être repéré, il s'approche. Il est aussitôt frappé par cette étrange odeur de soufre qui nimbe l'engin. Il entend également des voix, mais rien de très distinct. De plus en plus convaincu d'avoir affaire à un véhicule militaire, il crie en anglais « OK, Yankee boys, having trouble? » Mais comme il n'obtient aucune réponse, il repose la question en russe, en italien, en allemand, en français et en ukrainien. Mais ses talents de polyglotte n'ont guère plus de succès. De plus en plus intrigué, il met ses lunettes de protection, qu'il utilise pour se protéger des éclats de pierre, et glisse sa tête dans l'ouverture. À l'intérieur, Michalak distingue beaucoup de lumière. Il y a des faisceaux qui vont à l'horizontale et d'autres à la verticale. Il y a aussi des lumières qui clignotent de manière désordonnée. Michalak fait un pas en arrière. Il note que la paroi de l'engin est épaisse d'au moins 45 cm à cet endroit. Il entend alors un déclic et 3 panneaux d'acier se remettent en place pour refermer l'ouverture. Il n'a jamais rien vu de pareil. Il détaille l'objet. Celui-ci doit faire 10 mètres de large pour 3 mètres de haut, de la base au sommet de la coupole.
On dirait qu'il a été fait d'un seul bloc. Il n'y voit aucun joint, rivet ou soudure. De sa main gantée, Michalak touche la surface de l'engin. Les embouts en caoutchouc de ses doigts fondent littéralement au contact du métal. Puis, la base de l'objet pivote sur elle-même et la grille, cette espèce de trappe d'aération observée plus tôt, se place juste devant lui et laisse échapper un souffle d'air chaud. Les gaz sont si brûlants qu'ils enflamment ses vêtements et les arbrisseaux tout près. Michalak doit se rouler dans l'herbe pour éviter d'être brûlé vif. Lorsqu'il se relève, l'objet a déjà commencé à s'élever. Il grimpe rapidement dans le ciel, puis s'éloigne vers l'ouest. Presque aussitôt, Michalak est pris de nausées. Il a des vertiges et une migraine carabinée lui embrouille les sens. Il vomit. Chancelant, il récupère ses outils et se remet en marche vers le motel. Il doit s'arrêter plusieurs fois pour reprendre des forces et pour éviter de perdre conscience. Il met 2 heures pour rejoindre l'autoroute et sa destination. Mais craignant d'avoir été contaminé, il hésite un moment avant d'entrer dans le motel. Enfin, vers 16 heures, il se présente à la cafétéria où il demande à quel endroit il peut trouver un médecin. On l'informe que la clinique la plus proche se trouve à Kenora, en Ontario, à quelques 70 km plus à l'ouest. Pour Michalak, cela signifie s'éloigner encore plus de Winnipeg, ce qu'il se refuse à faire. Il préfère téléphoner à sa femme, lui expliquant qu'il a eu un petit accident. Il lui demande d'appeler leur fils aîné, Mark, pour qu'il vienne le chercher au terminus de Winnipeg à 22h15. Sur ce, Michalak regagne sa chambre où il s'allonge quelques heures. À 20h45, il monte dans l'autobus qui le ramène dans la capitale, où il arrive un peu après 22 heures. Comme prévu, son fils l'attend à l'arrêt. En le voyant, ce dernier comprend aussitôt que quelque chose ne va pas. Son paternel paraît épuisé. Il tremble et il est couvert de sueur. Mark décide de le conduire sans plus tarder au Misericordia Hospital. Au médecin de garde, Michalak explique qu'il a été brûlé par les gaz d'échappement d'un avion. On constate alors que son abdomen présente en effet des marques en forme de damier. Le médecin lui prescrit des calmants et lui conseille de prendre quelques jours de repos. Dans les semaines qui suivent, la vie de Stephen Michalak tourne au cauchemar. Son état de santé ne s'améliore pas. Il perd 10 kilos. Il consulte son médecin personnel qui le réfère à un dermatologue, puis à un allergologiste. En désespoir de cause, Michalak paiera lui-même pour être suivi par des spécialistes de la célèbre clinique Mayo de Rochester, au Minnesota. Ceux-ci lui diagnostiqueront d'ailleurs une irradiation de nature inconnue. Sur le plan civil, les choses ne sont guère plus enviables. Après avoir confié son extraordinaire histoire à un journaliste du Winnipeg Tribune, Stephen Michalak devient l'homme qui a touché à une soucoupe volante. Des journalistes du monde entier l'appellent à toute heure du jour et de la nuit. Même l'armée canadienne n'est pas indifférente à son histoire. L'officier Paul Biskey est chargé de faire la lumière sur cette rencontre pour le moins inusitée. En compagnie de Michalak, le militaire, qui avoue ne pas croire un traître mot de toute cette histoire, se rend quand même sur les lieux de l'atterrissage. Sur le rocher, Biskey note que sur une surface d'environ 4 mètres, la mousse et la terre ont été enlevées, comme sous l'effet d'une force semblable à celle qu'aurait pu faire un vent de très grande vélocité. Dans son rapport, il souligne également qu'en dépit de son scepticisme, il est incapable d'expliquer les brûlures abdominales du témoin,
ni la source de ces lésions. Également dépêchés sur les lieux, des experts du ministère de la Santé notent un niveau élevé de radiation. Tant et si bien qu'ils déclarent pendant quelques jours l'endroit « zone interdite ». On trouve également sur place des lamelles d'argent d'environ 10 cm. Selon toute vraisemblance, celles-ci ont volontairement été planquées sur les lieux pour discréditer Michalak. Mais par qui et pourquoi? Ces lamelles d'argent sont de très haute qualité. Elles sont également radioactives, comme si quelqu'un les avait enduites d'oxyde d'uranium. C'est un procédé très complexe. Si quelqu'un a volontairement planqué ces morceaux, quels étaient ses motifs? Au moment de leur découverte, les enquêteurs avaient déjà conclu que l'affaire Michalak était inexplicable. Pourquoi vouloir le discréditer de cette façon? Question sans réponse. Jusqu'à sa mort, en 1999, Stéphane Michalak ne reviendra jamais d'un iota sur sa description des événements. Si cette histoire l'a rendu célèbre, il n'en a jamais tiré profit, que ce soit au plan personnel ou financier. Au contraire, pendant des années, il a été ridiculisé, victime de tous les quolibets imaginables. Il a payé de ses propres deniers les onéreux soins médicaux de la clinique Mayo. Et pourquoi? Pour avoir son nom dans les journaux? Après sa rencontre, Michalak est demeuré très discret. Pendant un temps, les gens continuaient à se rendre chez lui, espérant y rencontrer l'homme qui avait vu une soucoupe volante. Mais lui s'est toujours tenu loin de la publicité. Il n'a jamais participé à des conférences, il n'a jamais discuté de son histoire à la télévision nationale, sauf à l'insistance de ses enfants pour l'émission américaine Unsolved Mysteries en 1993. L'affaire Michalak est unique dans les annales canadiennes. Aucun incident OVNI n'aura déclenché autant de réactions officielles, du ministère fédéral de la Défense à la Gendarmerie royale. Même les enquêteurs du projet Blue Book, la commission d'enquête officielle de l'armée de l'air américaine sur les soucoupes volantes, se sont intéressés à cette histoire, sans y trouver d'explication rationnelle. En 1968, l'affaire Michalak a même rebondi à l'Assemblée nationale lorsque le député néo-démocrate Barry Mather a demandé à ce que toutes les informations relatives à l'affaire Michalak soient rendues publiques, ce qui a été refusé. Aujourd'hui, l'incident de Falcon Lake est considéré comme un classique du genre. Certains le classent même parmi les 10 meilleures histoires d'OVNI de tous les temps. En 2018, la monnaie royale canadienne a frappé en 4000 exemplaires une pièce de 20 $ en argent illustrant l'étrange affaire Michalak. Une façon royale d'immortaliser la plus sensationnelle observation d'OVNI de l'histoire du Canada. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. Alors voilà, c'était la capsule de l'affaire Michalak, narrée par Christian Page. Oui, est-ce que tu connaissais cette histoire-là, Yannick? Oh, ben oui, tu m'en avais déjà un petit peu parlé, mais l'histoire au grand complet, je ne la connaissais pas. Et comme je suis très curieux, j'ai été voir les images sur Internet et je vais vous mettre ça, les fameuses blessures sur le ventre de Joseph Michalak. Là. Stéphane Michalak. Stéphane Michalak, je vais vous mettre ça sur la page Facebook Radio X-Files dans quelques secondes.
OK. Et tu sais que lorsque Michalak dit que le souffle chaud de l'OVNI a mis feu à ses vêtements, il portait une espèce de petite casquette, il avait une espèce de camisole, tout ça a pris feu, hein, mais également aussi ses gants là, dont les embouts ont fondu. Ces objets-là ont été récupérés et aujourd'hui, ils sont conservés dans une collection spéciale à l'Université du Manitoba à Winnipeg. Ils ont été pendant longtemps des objets qui étaient dans la collection privée de Chris Rutkowski. Je reviendrai là-dessus. Parce que Chris Rutkowski, c'est un ufologue canadien qui s'intéresse à la question des ovnis depuis les années 70, peut-être début des années 70. Et par un curieux concours de circonstances, quand il était gamin et fréquentait l'école de Winnipeg, l'un de ses collègues de classe, de ses petits copains de classe, était l'un des fils Michalak. Donc, tu comprends, à ce moment-là, Rutkowski s'intéressait pas aux ovnis, et le fils Michalak, bien sûr, est un peu l'objet des railleries des autres petits compagnons d'école qui disaient « Ouais, ton père, il paraît qu'il y avait une soucoupe volante, etc. » Donc, tu vois, c'est un peu ça. Et des années après, ben comme Chris Rutkowski avait une relation particulière, là, amicale avec le fils Michalak, ben évidemment, ça lui a permis de rencontrer Stéphane Michalak, discuter avec lui, et quand Rutkowski s'est découvert cette passion pour les ovnis, ben il avait un peu un pied dans la place, si je peux dire, puisqu'il connaissait la famille Michalak. Et éventuellement, il a récupéré les objets les vêtements que portait Michalak à cette époque. Pendant des années, ils ont fait partie de sa collection personnelle. Et il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, Chris Rutkowski a fait don de ces objets, d'une grande partie, sinon la presque totalité de sa collection, une collection tout à fait extraordinaire sur les ovnis, dont il a fait don à l'Université du Manitoba à Winnipeg, où il travaille d'ailleurs comme technicien. Donc, ces objets-là, si on en fait la demande, si les amateurs en font la demande, ils peuvent se rendre à l'Université du Manitoba à Winnipeg et voir les objets en question qui sont toujours conservés. Pour ma part, je dois te dire que je n'ai pas eu la chance de rencontrer Stéphane Michalak parce que, il est décédé en 1999. Mais en revanche, j'ai pu, durant les tournages, et notamment dans le cas des dossiers mystères, on avait fait un truc, c'était dossier mystère ou enquête sur les ovnis. On a fait des trucs on a fait un épisode sur l'affaire Michalak. Et j'ai eu la chance de passer 2 soirées avec Stan Michalak, qui est le fils de Stéphane Michalak, et c'est un peu le porte-parole de la famille, hein, parce que malgré les années écoulées, les gens manifestent toujours beaucoup d'intérêt pour cette histoire d'OVNI, et donc la famille ont comme mandaté Stan Michalak pour être celui qui va répondre aux médias, et donc j'ai passé 2 soirées avec Chris Rutkowski et Stan Michalak à discuter de cette affaire, cette mystérieuse affaire qui date de 1967. Donc effectivement, tu l'as mentionné, il existe les objets eux-mêmes, mais aussi une abondante collection de photographies où on voit ces marques, ces brûlures en forme de damier sur l'abdomen de Stéphane Michalak. Photographies qui ont été prises la plupart ont été prises chez lui parce que lorsqu'il est revenu après cet événement, il a été admis à l'hôpital Misericordia de Winnipeg et ensuite il a été en convalescence chez lui pendant à peu près 1 semaine. Et la plupart des photos où l'on le voit étendu dans un lit, ce sont des photographies qui ont été prises chez lui à son domicile de Winnipeg par des journalistes qui l'ont rencontré à ce moment-là. Donc ça, c'est l'affaire Michalak. Écoute, si tu me poses la question, je te le dis tout de suite, Yannick, c'est pour moi l'histoire d'OVNI la plus intéressante que je connaisse. Donc, pour moi, là, si tu me demandais ma meilleure histoire d'OVNI, pour différentes raisons, c'est l'affaire Michalak. Pour moi, cette histoire-là, je n'ai pas trouvé d'explication. Ou bien c'est une fraude, ou bien Michalak raconte quelque chose qui est tout à fait inexplicable. D'ailleurs, j'ai devant moi, j'ai évoqué durant la capsule que l'affaire avait fait l'objet d'une enquête par le département de l'armée américaine. L'US Air Force, il faut savoir que dans la dernière moitié des années 60, l'armée de l'air américaine avait un double projet d'enquête sur les ovnis. D'un côté, elle avait ce projet Blue Book qui avait été mis de l'avant dès les années 50, en 1952 en fait, et qui a perduré jusqu'en 1970.
1969. Et à partir de 1966, l'armée avait été un peu discréditée par plusieurs explications un peu saugrenues qu'elle avait proposées aux médias. Et l'armée avait donc chargé, en parallèle, l'Université du Colorado de mener une enquête sur un certain nombre d'observations d'OVNI qui avaient été sélectionnées par l'armée et qui avaient été proposées à l'Université du Colorado. Et j'ai devant moi le fameux rapport Condon et j'ai l'affaire Michalak devant moi et je t'en fais une traduction littérale en français. Là. Il dit si Monsieur A, c'est Stéphane Michalak parce qu'on ne le nomme pas nommément. Il dit si l'histoire que rapporte Monsieur A a été physiquement bien réelle, cela voudrait dire qu'il y a bel et bien des engins d'origine extraterrestre dans notre environnement. Donc, tu vois à quel point ça avait marqué, mais justement, la question, c'est est-ce que l'histoire est vraie? Et là, on arrive à cette dimension, est-ce qu'il y a des failles dans l'affaire Michalak? Moi, souvent, j'ai entendu des amateurs d'OVNI dire c'est une histoire sans faille, c'est un cas béton, ce qui est pas tout à fait le cas. Donc, c'est vrai que Michalak n'a jamais officiellement changé son histoire. Sauf qu'il faut dire qu'au début, il a raconté aux enquêteurs de l'armée américaine qu'il n'avait pas mis sa tête à l'intérieur de l'objet. Donc, il est revenu un peu sur cette version-là en disant j'ai pas osé m'approcher il y avait cette porte, puis j'ai pas osé me mettre la tête dedans, de regarder, parce que, j'ai préféré me tenir loin. Ça, c'est rapporté dans les minutes du rapport Condon, cette distorsion dans son rapport. Après ça, dans les médias, autant dans les journaux qu'à d'autres enquêteurs, là, il raconte qu'il a mis sa tête à l'intérieur de l'objet. Ensuite, Michalak, j'ai dit dans la capsule qu'il n'a pas écrit de livre. C'est pas tout à fait vrai. En fait, il n'en a pas écrit un de manière commerciale, mais il a publié une espèce de petite planchette de quelques dizaines de pages qui s'intitulait My Encounter with the UFO, ma rencontre avec l'OVNI. Il a publié ça en 1967. Il n'a pas fait d'argent avec ça, puis il vendait pas vraiment cette petite planchette-là. Stan Michalak m'a raconté qu'à un moment donné, il y avait un tel intérêt des médias pour cette histoire-là que les gens, en fait, il y avait des journalistes qui campaient littéralement sur la pelouse devant la maison de Michalak. Et donc, il allait frapper à la porte, il voulait avoir absolument une entrevue avec Stan Michalak, essayer d'interroger les enfants qui partaient pour aller à l'école ou qui rentraient de l'école. Et à un moment donné, Michalak a pris la décision d'écrire son histoire dans cette petite planchette de quelques pages, comme je t'ai mentionné, et il donnait ce petit livret-là littéralement aux journalistes. Quand on cognait à la porte, Madame Michalak ou les enfants, ou même Stéphane Michalak, s'il répondait, il disait tout ce que j'avais à dire ou tout ce que j'ai vécu à propos de cette expérience-là, c'est dans ce petit livre-là, prenez-le, tiens, merci, bonsoir. Donc, ça lui permettait d'échapper à cet ordre de journalistes qui couraient après lui pour avoir des interviews. Mais c'est vrai que des sceptiques ont dit, il a quand même écrit un petit livre. Ouais, mais c'est vrai, mais il n'a pas fait non plus de sous avec ça. En fait, je te dirais que ça a été plus coûteux pour lui parce que le petit livre, quand il le vendait quelque chose comme $1, mais le coût d'impression, ça lui avait coûté de sa propre poche plus de $700 de faire imprimer ce truc-là. Donc, on peut toujours débattre autour de ça. Les éléments les plus faibles dans l'affaire Michalak, parce que l'histoire est intéressante, ce type qui s'en va pour faire de la prospection, voit ses objets, l'un d'entre eux se pose auprès de lui, puis là, il le décrit. C'est un type qui connaît bien il est lui-même mécanicien industriel, donc il connaît bien la machinerie et principalement, il changera jamais sa version de l'histoire dans la mesure où il décrit l'objet comme étant fait d'une espèce de métal poli, il voit pas de rivet, il voit pas de soudure, il voit rien. Il y a également les traces sur place. Moi, quand j'ai fait, il y a quelques années, on avait fait, d'abord dans les années 2000, l'enquête sur les ovnis, mais plus récemment, j'ai fait l'enquêteur du paranormal pour la télévision à Historia et on est retourné aux archives nationales et l'un des dossiers, évidemment, sur lesquels j'ai planché pour le tournage, c'était l'affaire Michalak, qui est probablement, d'ailleurs, le dossier le plus volumineux aux archives canadiennes. Si on visite les archives à Ottawa et on demande à consulter la section OVNI, évidemment, c'est des milliers de pages, des dossiers d'observation, etc., etc. Mais il y a un dossier plus volumineux que les autres et c'est l'affaire Michalak. On voit que cette histoire-là a suscité énormément d'intérêt et il y a plein de photographies qui ont été prises par les différents enquêteurs. Donc, on voit Michalak sur le site en question. On voit les gens avec leur compteur Geiger aux côtés de du site d'atterrissage. On voit la roche où le dit objet était supposé être posé. Donc,
tous ces éléments-là sont une belle documentation photographique. Et il faut le dire, l'investigation avait été menée sur 2 plans. D'un côté, la Gendarmerie royale du Canada qui s'est intéressée à cette histoire-là. Et il y avait aussi l'armée canadienne, un certain Paul Biski qu'on avait chargé de faire l'enquête. Je l'ai mentionné dans la capsule. Il faut savoir que ce Paul Biski ne croyait pas un traître mot de cette histoire d'OVNI, mais quand il a remis son rapport, il a avoué être incapable d'expliquer l'histoire. Il dit, je sais pas comment ce type-là a pu se brûler. À un moment donné, il a émis l'hypothèse, peut-être que Michalak a fait un barbecue dans le bois, puis comme c'est interdit de faire des barbecues, il dit peut-être qu'il est tombé sur la grille. Mais le problème, c'est que si toi, t'allumes ton barbecue puis tu tombes sur la grille du barbecue, c'est pas l'espace entre la grille qui va te brûler, c'est la grille qui va te brûler. T'sais, donc lui, alors que Michalak, lui, ce qu'on voit, c'est des espèces de brûlures qui représentent l'espace vide de la grille, là où les gaz se seraient échappés. Et un élément que beaucoup de gens ignorent à propos de l'affaire Michalak, pendant des années, il a continué d'avoir des séquelles de cette histoire-là. Donc, il y a eu ces brûlures, les photographies où on voit les brûlures en damier. Mais dans les années qui ont suivi, ces marques, ces blessures ont perduré pendant quelques semaines, puis elles ont disparu. Mais l'année suivante, ou les années suivantes, à peu près dans la même période, quand arrivait à peu près le mois de mai, donc à presque la date anniversaire de l'événement, Michalak était victime d'une espèce d'éruption cutanée qui revenait et qui était à peu près, qui se produisait à peu près de la même façon. C'était des espèces de boursouflures rougeâtres qui reprenaient un peu je dirais, l'image de cette grille qui l'avait brûlée. Ça a perduré pendant des années. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui nous questionnent sur l'affaire Michalak. En revanche, il y a des éléments qui vont dans l'autre sens, qui nous questionnent, mais dans l'autre sens. L'un des éléments les plus étonnants à propos de l'affaire Michalak, puis je vais en nommer 3 qui sont très particuliers. Au moment où Michalak sort du boisé, ce que peu de gens savent, il sort du boisé, là, il vient d'avoir été brûlé par son ovni, tout ça. Il marche le long de la Transcanadienne, il se dirige vers le motel. Il va être intercepté par une voiture de police, par une voiture de la GRC. Et là, le policier en question, le constable Solotki, le voit un peu chancelant, marchant sur le bord de la route. Et là, il l'arrête. Il lui dit, bon, ça va, monsieur? Parce que là, il dit, Michalak, il est comme torse nu. Là. Et là, le Michalak dit, ah oui, il dit, ça va. Et il dit, j'ai vu un ovni se poser dans le bois, là, puis j'ai été brûlé. Il raconte ça, il raconte l'histoire. Il y avait 2 ovnis, il y en a un qui s'est posé, il y en a un qui m'a brûlé. Puis là, Michalak monte un peu sa casquette brûlée. Mais quand le policier veut le voir de plus près, Michalak est réticent. Tu sais, là, le policier dit, ouais, vous avez été brûlé, peux-tu voir ça? Ah, non. Puis, tu sais, il est comme réticent. Il raconte l'histoire. Il accepte de donner sa calotte, si je peux dire, au policier, qui regarde que la casquette est brûlée, mais pas plus que ça. Tu sais, il semble comme réticent. Donc, Solotki va rentrer au poste. Il y a une espèce de petit poste à Falcon Lake, un bureau de la GRC. Donc, Solotki rentre au bureau et il raconte que dans la même journée, Michalak est revenu. Donc, un peu plus tard, dans l'après-midi, Michalak revient et il refuse de rentrer dans le bureau de la police. Il reste à l'extérieur. Solotki dit, je lui ai parlé sur le balcon avant du poste. Il refusait de rentrer dans le poste. Et là aussi, il est réticent à se faire examiner. Il raconte encore une fois son histoire à Solotki. Et là, il lui demande exactement la même chose qu'il a demandé d'ailleurs à une serveuse de l'hôtel, à quel endroit il peut voir un médecin. Et Solotki lui dit, il faut absolument aller à Kenora, qui est 70 km le plus à l'est, là, du côté de l'Ontario. Et là, Michalak dit non, j'ai pas l'intention d'aller aussi loin que ça, etc. Mais quand Solotki, encore une fois, demande à examiner de plus près Michalak refuse. Non, ça va aller. Et donc, il rentre au motel. Là, tu peux avoir plusieurs interprétations de cette attitude. Est-ce que Michalak essayait de cacher quelque chose? C'est l'interprétation que feront les sceptiques. D'un autre côté, Stan Michalak, lui, me disait, tu sais que mon père a vécu les camps de concentration, l'occupation nazie. Donc, c'est toujours tenu loin des autorités. Tu sais, toujours eu une espèce de réticence quand il était question de la police puis tout ça. Donc, ça pourrait expliquer ces hésitations de Michalak lorsque le policier demande à l'examiner de plus près, tout ça. Ça pourrait peut-être expliquer ces hésitations de Michalak. En revanche, il y a d'autres éléments qui sont plus difficilement explicables du côté des sceptiques. Et ces éléments-là sont
Il faut savoir qu'à 1 kilomètre, un peu moins d'1 kilomètre d'ailleurs, de l'endroit où se trouvait le site d'atterrissage, il y avait une tour des gardes forestiers qui était là. Donc, c'est une zone, c'est un parc national. On a tous vu ça, là, des grandes tours avec une espèce de cabane en haut. Donc, on a 2 gardes forestiers qui sont là. Ils sont à moins de 1 kilomètre de l'endroit où Michalak observe son ovni. Or, ces gens-là n'ont absolument rien vu. Donc, non seulement, quand on les a questionnés, non seulement ils n'ont pas vu les ovnis arriver, hein, et pourtant 2 objets incandescents rouges dans le ciel, ça quand même, ça passe pas inaperçu. Donc, ils n'ont rien vu de ça. Ils n'ont pas vu non plus d'objets atterrir. Et ils n'ont pas vu non plus de fumée. Hein. Lorsque Michalak dit « cet objet-là, ces gars chauds vont mettre le feu à mes vêtements, je roule dans l'herbe pour m'éteindre », il y a une espèce de petit début d'incendie, de la fumée, tout ça. Et ces gardes forestiers, on le comprend, c'est leur travail de bien observer la forêt et à la moindre trace de fumée, de s'assurer qu'il n'y a pas un feu de forêt. Or, ces gens-là n'ont absolument rien vu. Et pourtant, ils se trouvent à moins d'1 kilomètre de l'endroit où Michalak dit avoir observé cette histoire d'ovni. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Autre élément inquiétant. Donc, Michalak raconte son récit, mais il est près de Falcon Lake. Falcon Lake, c'est un endroit excessivement touristique. Hein? C'est un peu, pour te donner un exemple, au Québec, c'est le genre un peu le lac Memphremagog. Tu vois, c'est un endroit, presque une station balnéaire. Les gens vont là, il y a un terrain de golf, on fait de la moto marine, on fait du bateau. Donc, c'est un endroit qui est très, très, très populaire. Et on est un samedi midi, donc en plein week-end. On est au début de la saison touristique. On est le 20 mai, là, on est juste avant le mois de juin. Là. Déjà, les gens affluent. Il y a des bateaux, des embarcations sur le lac. Les gens sont là à jouer au golf. Et on n'est pas loin de l'endroit où Michalak dit observer son ovni. Et personne ne va raconter avoir vu quoi que ce soit ce jour-là. C'est vrai, les défenseurs de l'affaire Michalak diront il y a des gens qui étaient soit à Falcon Lake ou dans la région qui ont rapporté avoir vu un ovni. Mais il faut savoir que ces témoignages-là sont arrivés après que l'histoire de Michalak soit rapportée dans la presse. Donc, il faut les prendre avec un grain de sel. Est-ce que ce sont des gens qui ont voulu se rendre intéressants en disant « Ah ouais, j'y étais moi aussi à Falcon Lake, puis je me rappelle avoir vu un ovni ». Il faut les prendre avec un grain de sel. Entre le moment où Michalak voit son objet, ou a cette fameuse rencontre, et le moment où son histoire est publiée dans les médias, durant cet intervalle-là, personne n'est sorti pour dire j'étais à Falcon Lake ce week-end et j'ai vu un ovni ou j'ai vu 2 ovnis. Non, personne n'a raconté ça. Donc, tous les témoignages qu'on a enregistrés pour la région de Falcon Lake, ce sont tous des témoignages qui ont été rapportés, qui ont été consignés après la fameuse rencontre de Michalak. Donc, on peut s'interroger comment cet endroit qui grouillait de monde, aucun témoin n'est sorti pour dire qu'il avait vu quelque chose, et ce, avant que l'histoire de Michalak soit rapportée dans la presse. Donc, ces éléments-là viennent affaiblir, si je puis dire, l'histoire de Stéphane Michalak. Cela étant dit, en ce qui me concerne, pour avoir rencontré la famille, pour avoir discuté avec les enquêteurs qui ont été impliqués là-dedans, pour avoir consulté les dossiers des enquêtes menées par la GRC, puis ceux menés par les Forces armées canadiennes, avoir consulté à peu près toute la documentation qui existe sur le sujet, je ne crois pas que Michalak ait inventé l'histoire. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Je suis pas prêt à dire que c'est un engin extraterrestre. D'ailleurs, Stan Michalak me disait que son père n'y a jamais non plus tout à fait cru à l'histoire du vaisseau extraterrestre. Jusqu'à sa mort en 99, Michalak restait persuadé que ce qu'il avait vu, c'est une espèce de prototype militaire. Il faut se rappeler qu'on est au milieu des années 60. On parle beaucoup de la conquête de l'espace, la course à la Lune, et on voit dans les journaux, les magazines, toutes sortes de prototypes que l'on développe à gauche et à droite, les modèles du LEM, les modèles des vaisseaux Apollo, etc. Donc, il y a une espèce de surenchère dans les médias où on voit de ces images. Et Michalak est resté persuadé que ce qu'il avait vu, même s'il n'avait jamais rien vu de semblable, il n'a jamais été trop convaincu de la nature extraterrestre de l'objet. Évidemment, il l'évoquait, mais il demeurait persuadé, son premier choix était « j'ai dû observer un prototype militaire » ou un truc comme ça. Le problème, c'est que les années passant,
on n'a jamais vu un prototype semblable sortir d'un quelconque arsenal ou d'une compagnie aérienne ou quoi que ce soit qui aurait pu développer un prototype qui ressemblait de près ou de loin à ce que Stéphane Michalak a vu. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont évoqué les soucoupes Avro. Alors là, on est vraiment dans un tout autre domaine. Dans les soucoupes Avro, c'est un projet qui avait été un projet qui avait été développé par l'armée américaine qu'on appelait le projet Silverbug. Ça, c'était son nom de code. Donc, le projet avait été mis sur la table. L'armée américaine avait développé ce projet-là. On est en février 1955. Il faut savoir l'armée était juste au sortir de la guerre de Corée. La guerre de Corée qui a eu lieu entre 1950 et 1953. Et l'un des problèmes qui avait affecté les troupes militaires en Corée, c'était les grandes étendues boisées. Donc, si on voulait mener une opération qui était efficace sur le terrain, il fallait se rendre sur place, couper de grands secteurs boisés et littéralement construire une piste d'atterrissage de fortune pour que les avions puissent se poser et redécoller. On utilisait très, très peu d'hélicoptères à l'époque. Vraiment, l'utilisation des hélicoptères sur le terrain militaire, ça c'est apparu, c'est devenu très effectif durant la guerre du Vietnam. Mais durant la guerre de Corée, on utilisait surtout des avions. Et là, il fallait une piste d'atterrissage. Et là, les militaires se sont dit, si on avait des avions à décollage vertical, donc tu décolles sans une piste d'atterrissage, ça serait extraordinaire. On avait aussi un autre problème. Dès qu'il pleuvait, les véhicules, les chars, par exemple, ou les jeeps s'enlisaient dans la boue. On s'est dit, ce qui serait idéal, c'est d'avoir des avions à décollage vertical et également d'avoir des jeeps volantes. Donc, l'idée de la Jeep volante est apparue à ce moment-là et c'est ce qu'on a appelé le projet Silverbug qui a été développé par l'armée américaine en 1955. Et là, on a cherché qui pouvait construire des Jeeps volantes. Et crois-le ou non, c'est une compagnie canadienne qui a tiré de gros lot. C'est la compagnie Avro Canada. Bon, aujourd'hui, la compagnie n'existe plus, mais il faut savoir que dans les années 50, la compagnie Avro, c'était un peu une espèce de porte-étendard du savoir-faire canadien dans le domaine de l'aéronautique. La compagnie Avro avait développé un des avions les plus populaires au Canada, était le CF-100, et cet appareil, un avion de chasse, c'était la compagnie Avro Canada qui l'avait développé. Et Avro, c'est également la même qui va développer un avion, le CF-105, qui va s'appeler l'avion le Arrow. Le problème de l'avion Arrow, là, il y a tout un scandale autour de ça, c'est un avion qui avait de très, très bonnes performances. Il ressemblait un peu à l'avion Concorde. Et, l'avion était extraordinaire. Le problème de cet avion-là, c'est que, on le développe, on est à la fin des années 50, et les performances sont là, mais les Américains... Là, c'est là qu'il y a un peu de scandale. Là. Les Américains qui avaient passé une grosse commande pour l'avion Arrow, là, ils décident de ne plus le faire. Et là, ils vont évoquer que c'est parce qu'ils ont développé un nouveau système de lançage de missiles, puis que ce système-là ne peut pas fonctionner sur les avions Arrow. Mais en même temps, on voit qu'il y avait des jeux de coulisses qui se faisaient avec d'autres géants de l'aviation, qui étaient notamment Lockheed, qui voulaient développer des avions de chasse pour l'armée américaine. Donc, bref, cette histoire-là s'est terminée un peu en cul-de-sac. La compagnie Avro qui avait mis de l'avant, qui avait déjà développé, là, on avait déjà une bonne dizaine d'appareils, peut-être de construits. On les a littéralement détruits. Le projet a été abandonné en février 1959 et tout ce qui nous reste aujourd'hui de ce fameux avion Arrow, c'est le nez au musée de l'air à Ottawa. On a encore un nez de l'avion, mais tous les autres appareils ont été détruits. Donc cette compagnie, tu vois, à l'époque, était quand même un peu le savoir-faire du domaine de l'aéronautique au Canada et c'est eux donc qui vont tirer un peu les marrons du feu en disant voici, on est capable de construire cette fameuse Jeep volante. Mais il faut dire que le projet était très ambitieux. L'armée américaine voulait une espèce de Jeep volante, mais leur Jeep volante, peu importe la forme, elle devait également être capable de monter à de très hautes altitudes et d'avoir des performances aériennes fantastiques. Donc on se disait, il faut que l'avion soit capable de voler jusqu'à 20 000 pieds. Il doit pouvoir atteindre 2 ou 3 fois la vitesse du son. Donc, tu vois, des performances qui étaient tout à fait fantastiques. Et la compagnie Avro a dit, nous, on est capable de faire ça. Bon, parfait. Donc, ils reçoivent les budgets et tout ce qui va avec. Écoute, un budget quand même, on parle des années 50, fin des années 50, c'est quand même un budget de 10 millions de dollars pour développer ça.
Et la compagnie va construire 2 épouvantables machines. Écoute, c'est comme une espèce de... c'est 2 soucoupes qui font à peu près, là, on en a construit 2 modèles seulement. Chaque soucoupe, écoute, j'ai des photos de moi là, prises devant la soucoupe, là, puis qui sont sur ma page Facebook. Écoute, la soucoupe devait faire à peu près, là, je te dirais, un 4 mètres de diamètre à peu près. Il y avait une espèce de gros réacteur au centre. Et de chaque côté, il y avait comme 2 cockpits pour deux pilotes. Okay. Les soucoupes ont jamais, ça faisait un bruit épouvantable. Les soucoupes ont jamais volé à plus de 60 cm au-dessus du tarmac. Là. Ça a pas monté à 20 000 pieds. Là. Ça a monté à 20 pouces. C'est tout ce que ça a monté. Puis écoute, c'était tellement instable qu'après que la soucoupe avait franchi quelques mètres, elle se mettait à osciller à gauche, à droite. Puis là, c'était le crash instantané. Donc, c'était tellement épouvantable qu'éventuellement, en 1961, le projet a été abandonné. Et la compagnie Avro avait construit 2 de ces soucoupes. Et tu comprends, lorsque Michalak raconte dans son histoire, on est en 1967, donc on est 6 ans après l'abandon du projet Silverbug et des soucoupes Avro, il dit « Je vois arriver en l'air 2 objets qui ressemblent à des soucoupes dont l'une se pose près de moi. » Donc il y a des gens qui ont dit c'était peut-être une amélioration. Les soucoupes Avro, on les avait peut-être améliorées, puis c'était des prototypes ou des prototypes 2.0 de la soucoupe Avro, mais non. À ce moment-là, la compagnie Avro était dans ses derniers milles. Elle a fait faillite après. Et on n'a jamais, en dehors des 2 soucoupes qui ont été construites, qui existent encore aujourd'hui, l'une est à Fort Eustis, je crois, aux États-Unis, et l'autre est au Canada. Ces soucoupes, ça n'a jamais volé. Là. C'est des prototypes qui n'ont jamais pu réaliser les performances auquel Michalak attribue le mouvement de ses propres ovnis. Donc, cette histoire-là de l'hypothèse que Michalak aurait vu les soucoupes Avro, il faut l'écarter. Donc, si on écarte ça, on n'a jamais rien vu de semblable. Si Michalak dit la vérité, j'avoue, Yannick, je n'ai pas d'explication. Pour moi, ça demeure une observation d'OVNI non identifiée. Là, on est vraiment dans le non identifié. Puis j'ai pas d'explication à fournir. Pour moi, la seule explication qui peut pallier à ce que Michalak raconte, c'est ou la fraude ou quelque chose d'exotique dont je n'ai pas la moindre idée. Mais la fraude, s'il y a eu radiation, l'individu se serait pas mis en danger de cette façon-là. Là. Voilà, t'as tous ces éléments-là. Donc, puis bien sûr, il va payer lui-même ces éruptions, ces blessures. Ouais. Lorsqu'il arrive à l'hôpital Miséricordia, il dit au médecin de service, il dit « J'ai été victime d'un accident d'avion ». C'est ce qu'il dit. Il dit « J'ai été brûlé par les gaz échappant d'un avion ». Donc, on regarde ça, on le renvoie chez lui, on lui donne des médicaments, il va consulter, mais ça sent les marques restent là, ça devient intenable. Il va consulter son propre médecin privé, un médecin de famille, comme on dit, et c'est lui qui, sur ses conseils, il va contacter la clinique Mayo à Rochester, se rendre là, et les coûts de ça, c'est au fil du temps, ça va s'élever à plusieurs milliers de dollars. Là, on parle de... Stan Michalak me disait, je crois que c'était 5 ou 6 000 $ qu'avaient coûté les frais pour les traitements de Michalak. Et bon... pourquoi il aurait fait ça? Tu comprends? C'est pourquoi s'irradier, pourquoi se brûler lui-même? C'est une espèce de... Les experts de la clinique Mayo ont écrit dans leur rapport que, selon eux, les brûlures étaient des brûlures qui étaient une forme d'irradiation et les brûlures étaient de nature chimique. Donc, tu essaies de t'imaginer le type qui veut te raconter une bonne histoire de soucoupe volante, puis là, tu sais ce qu'il fait? Il va se verser des produits chimiques sur le corps pour essayer de faire des marques d'ovnis. Ça n'a comme pas de sens. Ouais. Tu te dis, bon, écoute... Dans mon cas, je t'aurais pris toi plutôt que moi, là. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, t'as beau essayer de justifier tout en accumulant des hypothèses, mais ces hypothèses-là deviennent aussi fantaisistes que l'explication que le gars a vu quelque chose de bizarre. Tu sais. Mais le quelque chose de bizarre, on ne sait pas ce que c'était. Donc, l'affaire demeure non identifiée. Moi, je te dirais que dans les histoires d'OVNI, ça demeure pour moi un haut de la liste. Si tu me demandais là, de te nommer les 5 meilleures histoires d'OVNI de tous les temps pour lesquelles je n'ai pas trouvé d'explication, tu peux être certain que dans ce groupe select, il y aurait l'affaire Michalak pour laquelle je n'ai pas... j'arrive pas à trouver une solution qui soit terre à terre.
Donc, et il y a cette belle pièce de monnaie, là, comme j'ai mentionné, une pièce de 20 $ qui a été faite. Puis ça, c'est le fun parce que bon, la pièce est comme elle a une forme un peu d'un œuf. Ça nous rappelle un peu comme une tête d'extraterrestre. Puis il y a comme les Michalak disaient qu'il y avait comme un rayonnement un peu violet qui sortait de l'OVNI. Fait que la pièce de monnaie, c'est une lumière noire, là, une black light. Puis tu l'éclaires, ben, ces effets-là de lumière, et la pièce de monnaie se transforme. Puis là, tu vois comme les éclats de lumière sur la pièce de monnaie. C'était bien réussi. Là. Je pense que faut donner ça. La monnaie royale canadienne ont bien représenté l'affaire Michalak. Puis elle nous montre l'OVNI qui commence à décoller, Michalak qui est un peu comme couché au sol. C'est une belle pièce de monnaie. Bon, je l'ai dans ma collection, puis je suis bien content. C'est une de mes pièces maîtresses. Il aura fallu tout ce temps-là pour avoir enfin une histoire au Christian Page. N'a pas vraiment d'explication. Mais non, Yannick, il y a plein d'histoires pour lesquelles j'ai pas d'explication. La semaine passée aussi, hein, c'était une histoire de le poltergeist de St. Catherine's. J'en ai pas d'explication non plus. Mais il y en a plein des. Mais c'est vrai que ces histoires-là, si on regarde de manière, si on fait un sommaire, c'est vrai que ça représente uniquement 5% de tout ce qui est rapporté là, soit dans la littérature, à la télévision, tout ça. Je dirais 90% de ces histoires-là, on trouve des explications assez rationnelles et assez facilement là. Mais t'as un noyau de 5% pour lesquels on se pose des questions, qui ne nous obligent pas à accepter les fantômes, l'au-delà ou encore des visites extraterrestres, mais pour lesquels il est tout à fait légitime de se poser des questions. Et l'affaire Michalak est l'une d'entre elles. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. On vous rappelle que demain, vers les alentours de midi, le podcast de l'émission va être disponible. Sinon, si vous le désirez, il va être déjà disponible 15 minutes après l'émission sur la page Facebook Radio X-Files. Et ce sera en diffusion en direct, en fait, ce qu'on met relativement très souvent sur notre page Radio X-Files. On parle maintenant de l'affaire Dyatlov. Oui, parce que je reviens en fait sur l'affaire Dyatlov. C'est une nouvelle qui est sortie ces jours-ci, là, il y a 2 ou 3 jours à peu près. Ça a été publié dans une revue scientifique, le Nature Communications. Puis c'est une nouvelle étude qui a été menée par des chercheurs qui travaillent au laboratoire de simulation des avalanches de l'École polytechnique de Lausanne. Donc ils se sont penchés sur l'affaire Dyatlov. Pour les gens qui ignorent de quoi on parle, on avait fait une émission à un moment donné où on en parlait. Donc je résume rapidement les faits. On est à la fin du mois de janvier 1959. On se trouve dans le sud de la Russie, à Sverdlovsk. Aujourd'hui, c'est la ville d'Ekaterinbourg. Donc, on a un groupe d'étudiants, des jeunes qui fréquentent l'école polytechnique de Sverdlovsk ou qui l'ont fréquentée. Donc, on a 9 randonneurs qui sont composés de 7 hommes et de 2 femmes. Et ces gens-là on décide de se lancer dans une période, une semaine à peu près, un trekking extrême, et on veut se rendre à 300 km de là sur une montagne qui s'appelle le mont Otterton. Donc, une partie du voyage va se faire en train, une autre partie dans un camion. Ensuite de ça, la dernière partie se fait en ski de fond. Durant le trajet, il y a un autre membre qui se joint au groupe, donc on passe de 9 à 10, mais dans la dernière partie du voyage, un d'entre eux décide d'abandonner. Donc, on revient à 9. Ces gens-là se rendent donc, continuent leur voyage et soudainement, alors qu'on s'attend à leur retour aux alentours du 12-13 du mois de février 1959, les jeunes ne reviennent pas. Donc là, les parents inquiets appellent l'école polytechnique, on décide d'envoyer des équipes de secours et finalement, on va retrouver les corps de ces 9 randonneurs sur un mont qui s'appelle le mont Olachal, qui est un mont en un dialecte mansi qui veut dire montagne morte ou la montagne des morts. Et on va donc retrouver, en fait, on les retrouvera pas tous d'un coup. Assez rapidement, on va trouver les 5 premiers corps qui sont dans la neige, sous un mince manteau de neige, et les jeunes sont morts d'hypothermie. Et on a beau fouiller les alentours, on trouve pas les autres corps. Il vous faudra attendre le mois de mai, donc 2 mois plus tard, où là, avec la fonte des neiges, on va retrouver les 4 derniers manquants qui sont tombés dans une espèce de petit ravin qui fait à peu près 5 mètres de profondeur. Ce qui est assez surprenant, c'est que les jeunes sont faiblement vêtus et on va retrouver sur le mont Olachal leur tente qui a été déchirée de l'intérieur, comme si les jeunes avaient sorti précipitamment de la tente. Et là, ils ont
quitté la montagne, ils ont descendu de la montagne, faiblement vêtus, en fait, vêtus à la manière dont ils devaient être dans leur sac de couchage, comme s'ils avaient été soudainement surpris par quelque chose. Ils vont descendre descendre la pente de la montagne jusqu'à l'orée du boisé. On sait qu'ils vont demeurer là un certain temps, et puis ils vont se diviser. Certains vont essayer de revenir à la tente, et d'autres vont s'enfoncer dans la forêt. Et c'est un grand mystère. Qu'est-ce qui a surpris les jeunes? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi ils ont déchiré la tente de l'intérieur? À ce moment-là, à l'époque, en 1959, il faut savoir que l'affaire avait monté jusqu'au plus haut niveau et on avait chargé un ancien du département des enquêtes criminelles de Moscou, un type qui s'appelle Lev Ivanov. On lui a demandé de faire enquête sur l'incident et Lev Ivanov va ouvrir une porte aux spéculations en terminant son rapport. Il va l'avouer plus tard qu'il a été un peu précipité dans la chose. On lui a un peu forcé la main pour qu'il remette son rapport rapidement, rapport qui s'est terminé finalement dans les archives du KGB. Et il terminait son rapport en disant « Ces jeunes sont tous morts d'hypothermie, donc ils sont morts gelés ». Mais il dit pourquoi est-ce qu'ils ont quitté la tente de cette manière-là? Ils ont fui visiblement sous l'effet d'une force invisible et irrésistible. Alors ça ouvre la porte, hein. Donc là, on s'est mis à spéculer. Ça peut être quoi? Une avalanche, le froid, le Yéti, les extraterrestres, tout y est passé. Et en 2019, pour le 60e anniversaire de cette histoire-là, qui n'avait jamais été tout à fait résolue, les autorités soviétiques ont décidé de réouvrir l'enquête sur l'affaire Dyatlov. Et là, eux arrivent à la conclusion que les jeunes, ils sont morts probablement à cause d'une avalanche. Mais ça n'a pas satisfait tout le monde, parce que l'histoire de l'avalanche, bien sûr, c'est l'histoire qui circule depuis le début. Ils ont dû être surpris par une coulée de neige. Mais il y a plein d'éléments qui ne cadrent pas avec ça. Des objets, par exemple, le pic de ski qui est enfoncé dans la neige, on les a retrouvés debout. S'il y avait eu une avalanche, les pics auraient parti avec l'avalanche. On n'a pas retrouvé ça. Il faut savoir également qu'ils sont sur une colline dont la pente est à peu près de 23 degrés. Or, les dangers d'avalanche sur une pente de 23 degrés sont excessivement faibles, voire inexistants pratiquement. Et pourtant, c'est l'hypothèse qu'on propose. Ils ont été surpris par une coulée de neige. OK, mais ça n'a pas satisfait tout le monde. Et là, voilà que ce laboratoire de simulation d'avalanche de l'École polytechnique de Lausanne se penche à nouveau sur l'affaire. Ils ont même fait appel aux studios de Disney qui ont fait le film La Reine des Neiges pour des simulations d'avalanche, tout ça. Et eux arrivent à cette conclusion aussi. Mais pas tout à fait dans la même façon que les Soviétiques. Les Soviétiques ont simplement dit, c'est une avalanche. L'École polytechnique de Lausanne dit, c'est pas tout à fait ça. C'est une avalanche, mais pas une avalanche comme on l'imagine. C'est plutôt la coulée d'un simple bloc de neige, hein. Quand les jeunes sont arrivés sur le mont Lachlan, ils ont un peu creusé dans la neige. On est à peu près à 2 kilomètres du boisé. Là, on s'imagine, on a un boisé, on sort du boisé, on monte une faible pente de 23 degrés et 2 kilomètres plus haut, ils ont décidé de s'arrêter. Il faisait très, très froid, hein, des vents, la température était de moins 30 degrés à peu près. Ils ont creusé un peu la neige pour faire un lit plat. Ils ont installé leur tente là-dessus. En faisant ça, ils ont un peu déséquilibré le plancher de neige et les experts disent, il y a une espèce de grosse slab, gros bloc de neige, à peu près de la taille peut-être d'un petit 4x4, là, et on peut s'imaginer. Donc, pas toute une avalanche, là, tout le mur, une pente de la neige qui va glisser, là, mais plutôt un bloc de neige qui s'est détaché et qui a tombé sur la tente. Et là, les jeunes ont été surpris, c'est là qu'ils sont sortis. Mais bon, si ça peut tenir la route, il y a quand même des éléments que je trouve un peu surprenants parce que quand j'ai lu le rapport, il semble associer également les blessures parce que quand on a retrouvé nos randonneurs, les 5 premiers qu'on a trouvés n'avaient pas de blessures. Les 4 derniers, eux, ont été trouvés dans le fond d'un petit ravin de 5 mètres. Et ces gens-là, quand ils ont été trouvés, ils avaient des blessures importantes, des os brisés, les yeux étaient manquants. Une des jeunes filles qui était parmi les victimes, la langue avait été coupée. Et là, eux disent, ils ont fait une espèce de simulation ils ont demandé à la compagnie General Motors aux États-Unis de faire des simulations à partir c'est des mannequins pour voir des crash test dummies pour voir si les blessures étaient correspondantes à une avalanche. Puis là, eux concluent que les blessures étaient probablement dues à l'avalanche. Et là, je dois avouer que cette partie-là, si j'endosse l'idée du bloc de neige qui ait pu se détacher et écraser la tente,
Là, l'histoire des blessures, j'ai trouvé ça fantaisiste parce que toutes les enquêtes qui ont été menées depuis 1959, on sait bien comment les blessures ont été faites. Donc, les blessures, c'est pas un mystère, ça. Les 5 premiers jeunes qui ont été trouvés, ils ont été trouvés sur la pente. 2 ont été trouvés dans le bord du boisé. Les 3 autres sur la pente de la montagne. Aucun d'entre eux ne souffrait de blessures. Les seuls qui avaient des blessures, c'est ceux qui sont tombés dans le ravin. Donc, tu as bien compris que c'est en tombant dans le ravin qu'ils se sont blessés. Quant au fait qu'il manquait les yeux et la langue, il faut savoir que les corps ont été retrouvés à la fonte des neiges et que la perte des yeux et de la langue étaient probablement des traces laissées par des prédations. Donc, des animaux qui se sont nourris un peu des cadavres avant que les secouristes les trouvent. Donc, il n'y a jamais eu de mystère. J'ai trouvé ça un peu bizarre qu'on consacre un paragraphe ou 2 paragraphes à ça, avec une espèce de simulation, alors qu'on sait bien depuis 1959 que les jeunes sont tous morts d'hypothermie, puis ceux qui avaient des blessures, c'est parce qu'ils ont tombé d'un ravin. Donc ça, il n'y a pas de question là-dessus. La grande question, c'était pourquoi ont-ils quitté la tente aussi précipitamment et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et là, le scénario, moi je pense que la simulation, puis même je l'avais dit en conférence, même si on n'avait pas d'explication officielle, ça demeurait l'explication la plus vraisemblable. Ils ont dû être surpris ou bien par la peur de l'avalanche ou par un début d'avalanche ou pour la chute d'un bloc de neige ou quelque chose du genre. Et là, ils ont déchiré la tente, sont sortis en catastrophe, ils étaient faiblement vêtus parce qu'ils devaient dormir à ce moment-là dans le sac de couchage et ils ont tous couru vers le bas de la pente, craignant peut-être une coulée de neige plus importante. Et puis là, au pied de la pente, on sait ce qui s'est produit. À partir de là, on sait ce qui s'est produit. 2 d'entre eux sont morts d'hypothermie. On les a déshabillés. C'est pour ça que ces 2 corps-là ont été retrouvés d'ailleurs en sous-vêtements. Ils ne sont pas sortis de la tente en sous-vêtements. Et une fois qu'ils sont morts, les vêtements qu'ils avaient sur eux, le chandail, le pantalon ont été enlevés, puis ils ont été endossés par d'autres membres du groupe pour essayer de se réchauffer. 3 d'entre eux, dont Igor Dyatlov, parce que cette affaire-là, on l'appelle l'affaire Dyatlov à cause du leader du groupe, Igor Dyatlov, un jeune homme de 23 ans. Donc, les 3 autres ont essayé de remonter vers la tente parce qu'ils savaient que c'était dans la tente. Comme il n'y avait pas de coulée de neige qui avait suivi, ils se sont dit, bon, on va essayer de retrouver la tente, puis on va peut-être retrouver nos vêtements, tous nos couverture, tout ça. Donc, 3 ont essayé de remonter vers la tente, ils sont morts gelés le long de la pente, et les 4 autres, pour une raison inconnue, ont décidé, eux, de s'enfoncer plus profondément dans le bois, et ils sont tombés dans un ravin de 5 mètres, et en tombant, écoute, t'es dans la pleine obscurité, là. Ouais. Tu vois même pas ta main devant toi, là. Tu sais, il y a pas de lampadaire, il y a pas rien, là. Donc, ils marchent dans le bois, ils arrivent sur le bord du ravin, et les 4 vont tomber dans le ravin, se brisant des côtes, des membres, etc. Et la neige, évidemment, va les recouvrir, et ils ne seront retrouvés que 3 mois, 2 mois et demi après, et visiblement, ils avaient commencé à être dévorés par des prédateurs. Donc, ce qui s'est passé après, on le sait, c'était l'idée de qu'est-ce qui s'est passé au moment, qu'est-ce qui les force à quitter la tente, des extraterrestres, le Yeti, une expérience militaire qui a mal tourné. Et là, les simulations menées par l'École polytechnique de Lausanne semblent fermer un peu le dossier. Ça semble bel et bien être une faible coulée de neige, en fait un bloc de neige qui se serait détaché de la pente. Et ça parce que les jeunes ont comme creusé un peu. Donc, ils ont affaibli en fait tout le bloc de neige, et là, ça a entraîné cette chute 9 heures plus tard. En fait, on croit que ils ont installé la tente et quelque chose comme 9 heures après, le bloc de neige s'est détaché et c'est là qu'ils ont été écrasés. En fait, qu'ils ont été surpris par cette neige qui est tombée sur leur tente. Un gros merci, Christian. C'est maintenant la fin de l'émission. Je te souhaite de passer un beau week-end, de même qu'aux auditeurs. Puis on se rejoint vendredi prochain, cher ami. Absolument. Au revoir. Ciao. Bye-bye. Radio X Files. Radio X.